Oui, bien sûr. Bien, bonsoir à tous. On va démarrer cette soirée. Donc, cette soirée qui s'intitule L'ouverture des sciences par la pluridisciplinarité, récit d'expérience, a été à l'initiative de Nancy Middle, qui a invité donc nos 3 invités à venir partager ce soir. Oui. Et malheureusement, Nancy est malade ce soir. Donc, elle se joint à nous par Zoom. Elle est là dans son lit, mais à suivre les, les conférences. Elle nous fait coucou. Et donc, c'est moi qui vais un petit peu animer la soirée ce soir. Et donc, pour cette soirée, l'idée est vraiment que l'interdisciplinarité est vraiment nécessaire dans l'évolution des sciences, mais également dans l'évolution des mentalités dans notre société, dans une société qui est très cloisonnée, très en silo. Et donc, ce soir, il y aura 3 intervenants qui vont nous parler de leurs expériences dans le domaine de l'interdisciplinarité, mais je vois que dans la salle, il y a énormément de personnes qui ont vraiment la conviction de la nécessité de cette interdisciplinarité. Et moi-même, j'ai souvent organisé beaucoup de colloques interdisciplinaires et je suis convaincue que c'est nécessaire à l'ouverture d'esprit et à la discussion entre les différents partenaires. Et donc, je vais vous présenter brièvement les 3 intervenants, puis après, je leur laisserai la parole. Je ne sais pas dans quel ordre, d'ailleurs, on va voir. Donc, à l'extrême gauche de la table, pour vous, l'extrême droite, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Tric. Donc, Emmanuel est professeur en géophysique. Bienvenue. Il contribue à de nombreux projets inter- et transdisciplinaires. Donc, on pourra peut-être essayer de définir la différence entre inter- et transdisciplinaire, qui lie les géosciences, la physique, les mathématiques appliquées et les sciences humaines sur des domaines aussi variés que le champ magnétique terrestre ou la tectonique des plaques ou l'humain face à un risque. Et il est aussi vice-président de l'Université Côte d'Azur. Il nous fait vraiment le plaisir de nous donner de son temps ce soir. Donc, merci beaucoup, Emmanuel. Et il a été aussi administrateur de l'INSPE. Donc, vous voyez qu'il y a un spectre très large d'activités. Sandra Pérez, qui est au milieu des 3 intervenants, est maître de conférences en géographie, spécialisée en santé environnementale. Elle étudie la capacité des espaces géographiques à être pathogènes. Et ça l'a conduit à travailler au sein d'équipes pluridisciplinaires, des médecins, des biologistes, environnementalistes et des gens des sciences humaines et sociales. On a eu l'occasion de contribuer avec Sandra à des publications dans JIMIS, qui est le Journal of Interdisciplinary Methods in Science, donc un journal aussi très interdisciplinaire qui publie des publications dans très divers domaines. Et pour finir, nous accueillons Benoît Grison, qui nous fait le plaisir de revenir à Nice, qui est docteur en sciences cognitives, biologiste et sociologue des sciences, enseignant-chercheur à l'UFR Sciences et Techniques d'Orléans. Et ses intérêts scientifiques actuels se répartissent entre neurosciences comportementales, éthozoologie et ethnozoologie et épistémologie. Donc, il est venu récemment nous donner une conférence à l'OMCNC sur l'ethnozoologie. Et donc, aujourd'hui, il va nous parler un petit peu de ses expériences en interdisciplinarité. Donc, je ne sais pas qui a envie de prendre la parole en premier. Peut-être Emmanuel, tu voudrais nous présenter un petit peu ton expérience dans le domaine de l'interdisciplinarité et peut-être redéfinir ce qu'on entend par interdisciplinarité et transdisciplinarité. D'accord, j'essaierai de faire cet exercice juste après ma présentation. Oui, ça va, tout le monde m'entend. Oui. Donc, c'est rapidement pour me définir un peu globalement, parce que ce que tu as fait, effectivement, Alice, est juste. Après, c'est toujours un peu difficile, mais c'est vrai que me concernant, en tout cas, depuis le début que je suis à l'université, en fait, j'ai été plongé dans cette notion d'inter et de transdisciplinarité, parce qu'ayant fait donc une thèse en géosciences, en géophysique, sur le champ magnétique de la Terre, après avoir fait des études de physique, je me suis retrouvé en fait sur un poste de maître de conférence dont l'objectif était d'amener des physiciens et plus particulièrement des mécaniciens à interagir avec des géologues sur le campus d'Orsay, donc à Paris 11. Pour un jeune maître de conf, c'est un sacré défi. Et en fait, je me suis retrouvé à essayer de lancer des actions, des interactions là-dessus, avec tout ce que ça représente comme difficulté, c'est-à-dire casser
les murs. Et on peut dire que ce n'était pas simple parce qu'à l'époque, donc je me suis retrouvé nommé maître de conférence dans un laboratoire de mécanique pour les sciences de l'ingénieur, en n'ayant jamais fait de mécanique et encore moins de sciences de l'ingénieur. Et je travaillais sur des problématiques du champ magnétique de la Terre, vous voyez, qui sont loin de leurs préoccupations, mais dont les origines se trouvent dans des mouvements de matériaux au centre de la planète Terre et qui font appel à des phénomènes, on va dire, de croissance cristalline, de chaleur radioactive. Et ça, quand on commence à parler de croissance cristalline, les métallurgistes ou les mécaniciens peuvent être intéressés. Et donc, même si certains n'étaient pas du tout contents de me voir arriver sur ce poste de maître de conférence, parmi les collègues en mécanique, on me traitait d'ailleurs de personnes qui travaillent sous le manteau de la Terre, le manteau terrestre, hein, donc vous voyez, ce n'était pas très sympa. Bref, très vite, j'ai été mis dans cette dynamique et après un certain laps de temps, parce que quand on commence à découvrir une autre discipline, travailler avec des gens, je dirais, il faut bien minimum 2 années pour être dans une démarche de compréhension de ce que font les autres et d'avoir un vocabulaire commun. Et c'est vrai que ses collègues travaillaient sur, par exemple, la dynamique de l'air autour d'un TGV, les systèmes de circulation d'air et donc, par exemple, de comment un train rentre dans un tunnel et donc l'aérodynamisme, mais encore la croissance cristalline et donc comment on peut arriver à créer des matériaux qui sont résistants aux effets thermiques et dans tous nos composants électroniques là-dessus, comment ils se refroidissent et comment on arrive à mieux gérer la durée d'un ordinateur ou de ce genre d'appareil. Et en fait, j'ai découvert des techniques, quand ils ont commencé à m'ouvrir les portes, des techniques qui me permettaient, moi, ou en tout cas qui résonnaient en moi sur comment, par exemple, une plaque tectonique rentre dans le manteau terrestre. Et moi, j'ai vu une analogie entre un train qui rentre dans un tunnel et une plaque qui rentre dans un manteau terrestre. Et à ce moment-là, j'ai commencé à discuter avec 2 personnes, je me rappellerai toujours, très peu de personnes qui étaient intéressées par ça parce que ça les sortait de leur champ disciplinaire. Donc, la notion déjà de transdisciplinarité, c'est d'aller regarder ce qui se passe dans un autre champ disciplinaire. Et on a commencé à utiliser leur technique pour l'appliquer aux sciences de la Terre. Et c'est vrai que le résultat a été magnifique parce qu'en fait, on a utilisé leur méthode numérique. Moi, je n'étais pas du tout numéricien, donc ça m'a amené à apprendre ce que c'était que le numérique et à modéliser un petit peu et à appliquer ces techniques aux sciences de la Terre. Et inversement, comme je travaillais sur le champ magnétique, eux, ils travaillaient sur la croissance cristalline. Et comme dans le champ magnétique de la Terre, c'est créé par des phénomènes de convection, de mouvement de matériaux avec de fortes chaleurs et avec donc différents composants, la silice, le soufre et ainsi de suite, eux ont été intéressés par mais comment vous développez-vous vos techniques en champ magnétique et est-ce qu'on ne peut pas les réutiliser dans la construction des matériaux? Et alors là, on a commencé à dialoguer et à faire des choses assez amusantes. Ça a pris un certain temps, mais on y est arrivé. Et au bout, on va dire, d'une dizaine d'années, on est arrivé à avoir des résultats assez originaux et intéressants qui nous ont permis effectivement de faire vraiment du transdisciplinaire pour certains. Moi, je considère que j'ai vraiment fait de la transdisciplinarité. D'autres étaient plus dans l'interdisciplinarité, c'est-à-dire effectivement amener différentes disciplines, chacun dans son silo, on va dire, sachant communiquer, mais restant dans sa thématique et essayant de créer des ponts. Donc, vous voyez, je commence un peu à définir, en tout cas à mes yeux, ce que peut être interdisciplinarité et transdisciplinarité, et je mets un peu à part la pluridisciplinarité, qui peut être aussi une autre approche. Voilà, donc j'ai cet exemple-là, et puis après, tout au long de ma carrière, rapidement, en fait, je suis resté dans ce type de bain. Je suis arrivé à Nice début des années 2000 parce qu'ils étaient intéressés par ce que je faisais sur les problèmes de subduction. Et à ce moment-là, pareil, le problème de la plaque de subduction, hein, c'est une déshydratation des matériaux sédimentaires quand ils s'enfont dans un matériel chaud. Et là, pareil, il y a des gens qui ont été intéressés pour toute la problématique de déshydratation. Et donc, on a commencé à travailler là-dessus. Et puis, tout au long de cette petite carrière, j'ai dérivé vers d'autres choses jusqu'à tout récemment de discuter avec des gens dans le domaine des sciences humaines et entre autres des géographes, et en particulier Damienne Provitolo, que vous connaissez peut-être, hein, qui est une géographe sciences humaines, sur le comportement humain face à un risque. Et lorsqu'elle me racontait un peu le comportement de l'humain ou des foules face à un risque, en particulier le tsunami, eh bien, quand elle me parlait de l'envie de modéliser ces comportements humains,
la manière dont elle m'en parlait, avec, bon, moi je ne maîtrise pas, mais le comportement reptilien, le comportement réfléchi, paniqué, etc. La manière de se transmettre, je me dis, mais attends, ça, on parle à ce moment-là de convection, de conduction. Et je me dis, tiens, c'est amusant, on pourrait faire mettre des équations différentielles là-dessus et puis d'essayer de modéliser des comportements humains et des mouvements individuels et des mouvements groupés. Et là, on a commencé à échanger là-dessus. Bon, elle a pu rentrer avec un programme ANR. Moi, malheureusement, c'est à ce moment-là où je suis devenu vice-président du conseil d'administration de l'université et j'ai eu du mal à suivre un peu le rythme. Mais bon, j'ai continué à travailler un peu avec elle. On a fait des publications. Mais c'est vrai que là, ça a été très amusant parce qu'on s'est aperçu que finalement, cette notion de transmission de la panique ou du réfléchi, en fait, pouvait avoir une certaine approche avec ce qu'on appelle la convection, la conduction et le rayonnement en physique. Et donc, ça, ce sont des équations très claires. Et on a essayé de commencer à modéliser, alors après avec d'autres collègues, des mathématiciens appliqués, etc. Et on a pu faire des premiers modèles de développement de ce genre de choses qui sont assez étonnants et qui montrent effectivement comment ça peut se propager, une panique, et éventuellement, avec l'environnement urbanistique, etc., comment celui-ci peut influencer aussi l'humain et ainsi de suite. Alors, on en est vraiment au balbutiement, hein, mais c'est assez amusant et déroutant. Et on essaye, et ça, on peut l'appliquer à n'importe quel risque, qu'il soit naturel, qu'il soit technologique ou qu'il soit malheureusement sociétal, avec, par exemple, les attaques ou les attentats, comme on a pu connaître malheureusement à Nice. Voilà, et donc, j'ai appris un peu, toute ma carrière a été sous ce format-là. Et donc, voilà, donc, je ne vais pas en dire beaucoup plus. Après, ça pourrait être des échanges, mais c'est vrai que faire du transdisciplinaire, pour moi, c'est d'amener une personne qui a une connaissance dans un domaine et qui va apprendre un autre vocabulaire et rentrer dans l'autre champ disciplinaire. Et puis, bien sûr, pour que ça soit efficace, il faut que le collègue avec qui on travaille, au moins un, fasse un peu l'exercice inverse, parce qu'on n'est jamais bon, quand même, hyper bon dans 2 disciplines ou dans 3 disciplines, mais ce qu'il faut, c'est que dans notre société à l'heure actuelle, on a quand même un raisonnement très disciplinaire, en silo. Effectivement, comme tu disais, Alice, il faut briser un peu cela. D'ailleurs, on pousse beaucoup à la multidisciplinarité ou la transdisciplinarité. Et c'est vrai qu'il faut, je dirais, vaincre ces limites, aller de l'avant et puis, pas avoir peur de perdre du temps. Alors, ce qui est amusant, et je terminerai là-dessus, c'est que quand on regarde au XVIIe, XVIIIe siècle, XVIe siècle, les sciences étaient complètement pluridisciplinaires. En tout cas, dans mon champ, et je crois que c'était pareil pour les autres, une personne qui était sciences naturelles, c'était une personne qui était capable de faire de la géologie, comme de la biologie, et c'était étonnant. L'humanisme. Voilà. Oui, mais à l'époque, il y avait peut-être moins de connaissances que maintenant. C'est sûr. Oui, c'est ce qu'on dit pour s'assurer, mais je pense que toute société vit avec le niveau de connaissance qu'il a, et je pense que ça soit au XVIIe ou que ça soit de nos jours, quand on parle de l'IA ou autre, je pense qu'on est tout aussi paniqué quand on réfléchit à ça. Diderot, d'Alembert maîtrisait tout le spectre. Voilà, bon, je passe la parole parce que sinon… Est-ce que, avant que Sandra prenne la parole, est-ce qu'il y a des réactions dans la salle ou des questions que vous voudriez poser ou des expériences personnelles vécues par rapport à cette première intervention? Oui, Solange, Carto. Merci Emmanuel. Première question, puisque tu as évoqué le fait que finalement peu de personnes initialement t'ont suivi dans l'aventure. Donc, quel type de frein as-tu principalement rencontré autour de toi? Il y a le frein déjà. Qu'est-ce que vient faire ce monsieur qui fait de la géoscience dans les sciences de l'ingénieur? Donc, il n'est pas compétent, ce n'est pas la peine de discuter avec lui. Ça, quand on fait un peu d'histoire, on s'aperçoit aussi, par exemple, en géosciences, la tectonique des plaques, la théorie de la tectonique des plaques a été imaginée par un météorologue. Et d'ailleurs, il a été mis de côté pendant une 50aine d'années à sa théorie parce que c'était considéré comme venant un météorologue, donc incapable de… Ça, je l'ai complètement ressenti. Et c'est vrai que les mécaniciens, et pour un coup, outre le fait de me traiter de nom ou de personne, être capable d'aller mettre la main sous le manteau, hein, ça, je l'ai vu plein de fois et je l'ai ressenti plein de fois, et on me l'a dit plein de fois, c'est la première réaction. C'est que tu n'es pas de nos domaines, tu n'as rien à faire là, va autre part. Ça, c'est la première réaction. Après, la deuxième réaction, c'est quand tu commences à
à maîtriser un peu le vocabulaire, parce qu'en fait, c'est le deuxième frein, c'est le vocabulaire, c'est de comprendre ce que disent les autres et d'amener ces gens-là à comprendre ce que moi je mets comme définition derrière mes termes et de s'apercevoir qu'on a la même définition. Ça, c'est assez amusant d'ailleurs. Et ça, c'est un deuxième frein qui demande, les mêmes termes. voilà, qui demande beaucoup d'efforts. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui fassent cet effort-là, parce que sinon, on n'y arrive pas. Voilà. Je dirais que ça, c'est les deux éléments essentiels pour la partie recherche. Après, la partie pédagogique, quand on commence à travailler sur les autres, c'est qu'effectivement, il faut se faire accepter aussi par les étudiants, parce que très vite, ils savent finalement d'où on vient et ils ont des interrogations aussi. Mais est-ce que vraiment il est capable de… Voilà. Donc, il faut chaque fois se démontrer sa capacité de… Oui, ou admettre qu'on n'est pas capable, mais qu'on peut collaborer ou trouver l'expertise ailleurs. Complètement. D'autres questions? Oui. Merci pour cet exposé. Alors, moi, je suis anthropologue, je m'appelle Laurent Fournier, je suis professeur ici depuis 1 an. J'ai fréquenté d'autres disciplines de par l'objet auquel je me suis intéressé, qui est le sport, les pratiques sportives. Alors, dans le cadre d'une étude des pratiques corporelles en anthropologie, on fréquente des biologistes aussi. On essaye de regarder les pratiques corporelles du point de vue social, du point de vue psychologique, du point de vue biologique. Donc, bon, ça fait longtemps que je réfléchis aussi à ces questions d'interdisciplinarité. Mais je voulais vous poser une question sur à quel niveau c'était le plus productif. Parce que j'ai l'impression, vous avez dit, bon, jeune maître de conférence, j'ai commencé à pratiquer l'interdisciplinarité. C'est aussi ce que j'ai fait. Mais pour les étudiants, c'est peut-être un peu différent. C'est-à-dire, j'ai l'impression que pour bien pratiquer l'interdisciplinarité, il ne s'agit pas de maîtriser plusieurs disciplines, parce que ça, c'est très compliqué, mais il s'agit quand même de bien maîtriser la sienne pour avoir une bonne base. En revanche, lancer des jeunes étudiants en première année ou en deuxième année, comme on le fait aujourd'hui, sur des thématiques, au lieu de les former d'abord de manière très complète à leur propre discipline, ça comporte un risque. Et, enfin, il me semble-t-il, mais je voulais vous entendre là-dessus. Non, c'est vrai, c'est-à-dire que sur la notion de disciplinarité, c'est sûr que je pense que pour faire de l'interdisciplinarité ou de la transdisciplinarité, il vaut mieux déjà être bien dans sa discipline. Ça, c'est une chose. Après, là où je ne suis pas toujours d'accord, c'est que je pense que de nos jours, faire de la transdisciplinarité est vraiment une spécialité, ou de l'interdisciplinarité. C'est vraiment une spécialité, parce qu'on est ouvert à plein de choses et on est capable, dans un esprit synthétique ou en tout cas d'ouverture, d'être capable de faire des liens entre différentes choses. Et ça, c'est ce que j'ai découvert à travers mon expérience. C'est qu'à travers cette petite expérience de démarrage avec la mécanique, très vite, je me suis aperçu qu'effectivement, plus tardivement, mais avec les sciences humaines, ou même après avec d'autres secteurs, quand il me parlait, je me disais, mais tiens, on pourrait peut-être faire des choses ensemble là-dessus. Et à ce moment-là, boum, ça a enclenché. Ça, c'est vraiment une spécialité quelque part. Alors, vis-à-vis des étudiants, c'est clair qu'avant de les lancer sur du transdisciplinaire à la première ou la deuxième année, je pense qu'il faut d'abord qu'ils se sentent à l'aise dans un champ pour qu'ils puissent quelque part un peu se revendiquer comme je comprends cette discipline et je suis capable, parce que sinon, ils n'y arriveront pas. Et personnellement, pour l'avoir vécu, mais en étant, je dirais, plus ancien, puisqu'on m'a dit, toi, tu ne sais pas ce dont tu parles, donc tais-toi, sauf dans le domaine du champ magnétique, ça, j'étais capable de leur dire pas mal de trucs. Mais dès que je commençais à flirter sur des problèmes de mécanique des fluides, etc., ils disaient, ouais, t'en sais pas beaucoup, donc vaut mieux que tu te taises. Mais franchement, j'ai eu ce genre de truc, donc c'est vrai que ça fait un peu mal. Et puis, mais bon, il faut être un peu têtu dans les sciences, je pense, on est tous un peu comme ça. Et de ce fait, il ne faut pas avoir peur de se sentir déstabilisé et puis aller de l'avant. Et puis voilà, quoi. Mais c'est vrai que pour les étudiants, je pense qu'il faut faire un tout petit peu attention, mais leur montrer l'intérêt de l'inter et de la transdisciplinarité en leur montrant des exemples. Et c'est là où je pense qu'à travers nos cours, on doit être capable, quand on fait un cours disciplinaire, de leur montrer à un moment donné des exemples de ce que peut apporter la transdisciplinarité. Et ça, au moins, ils l'ont dans leur crâne à un moment donné et ça peut peut-être les intéresser plus tard à. Voilà. Et il y a aussi des formations maintenant, comme le master où j'enseigne, la mode ForneCog, Modelization for Neuroscience and Cognition. Les étudiants sont formés à la cognition, aux neurosciences, à la modélisation, aux statistiques. Donc, ils arrivent avec
un bagage soit en mathématiques, soit en informatique, soit en neurosciences, soit en cognition. Et on les remet tous à niveau dans un bootcamp pendant 3 mois à toutes les disciplines. Et ensuite, ils ont des cours sur toutes les disciplines et ils sont censés, à la fin des 2 ans de master, être compétents dans les 3 domaines. Alors, ils ont toujours, bien sûr, une petite préférence et une petite facilité dans un des domaines, mais ils sont en tout cas capables de comprendre des publications dans les 3 domaines. Du coup, je me demandais si il existait des thèses, si c'était possible de faire des doctorats ou des thèses transdisciplinaires. Il y en a déjà eu? Oui, bien sûr. Moi, actuellement, j'encadre une thèse avec un collègue d'Avignon sur justement les mouvements de foule et le comportement de foule. C'est un jeune qui a fait un master en géographie. Mon collègue, c'est un géographe pur jus, on va dire, et c'est vraiment une thèse interdisciplinaire parce qu'il fait de la modélisation. Il est dans la démarche géographie et en plus, on le fait avec une entreprise donc, qui est à Sofia, qui s'appelle ONIS, et il est vraiment dans cette démarche. Alors, c'est vrai que l'intitulé de la thèse, la mention, on est plutôt sur l'aspect géographie, puisque malheureusement, les mentions, on va dire, de thèse à travers les écoles doctorales, elles sont pas encore ouvertes à ce genre de choses et on doit mettre un seul domaine qui est géographie ou sciences de la Terre ou sciences de l'environnement, bon bref. Et c'est vrai que là-dessus, par contre, il y a encore du travail à faire, je pense. On ne peut pas mettre deux champs. Donc, votre remarque, elle est juste, il y a encore du travail. Et c'est encore très compliqué au CNRS ou à l'INSERM. On est dans une commission et si on fait des choses qui ne correspondent pas exactement à ce qui se fait dans la commission, on ne peut pas être évalué et je peux témoigner que c'est compliqué. Voilà. Oui, sauf que le CNRS a commencé à créer des commissions interdisciplinaires. Oui, donc, c'est plutôt une avancée là aussi. C'était juste pour réagir. Je dis, c'est peut-être. Je suis pas sûr que ça rende service aujourd'hui, encore dans beaucoup de commissions, d'avoir une thèse qui est véritablement transdisciplinaire, parce que de fait, souvent les commissions, il y a tellement de candidats, il y a tellement peu de postes qu'elles vont privilégier les gens les plus forts dans un domaine de leur discipline plutôt que les gens qui vont déjà un peu voir ailleurs. Oui, il faut réformer le système. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à la conférencière suivante, Sandra, qui va nous parler de son expérience. Oui, merci Alice. Merci à tous d'être venus et à Nancy d'avoir organisé ce moment d'échange. Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint et avant de me présenter, je me suis amusée à regarder le chatbot GPT dont tout le monde parle en ce moment, donc de l'intelligence artificielle. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que finalement, pour moi, c'est pas très clair toujours, ces questions d'interdisciplinarité, pluridisciplinarité, transdisciplinarité. Je fais, qu'est-ce qu'il dit, lui? Et donc, j'ai tapé ces termes et j'ai regardé ce qu'il en sortait. Et bien, ce qu'il en sortait, ben voilà, il ne se trompe pas trop, hein. C'est tout à fait dans les définitions qu'a donné tout à l'heure Emmanuel. C'est-à-dire que pour lui, par exemple, la pluridisciplinarité, eh bien, c'est chaque personne qui vient avec sa propre discipline et qui va comme ça offrir ses compétences, son point de vue, ses théories, sa thématique de prédilection et qui va l'offrir aux autres disciplines. L'interdisciplinarité, ce qu'il annonce, c'est la combinaison de perspectives, d'approches et de méthodes de différentes disciplines dans le but d'aborder quelque chose de plus holistique, de plus englobant, et pour comprendre un problème essentiellement. Et la transdisciplinarité, eh bien, c'est l'intégration de multiples disciplines dans le but de comprendre un problème très complexe, la complexité du monde réel, etc. Et d'aller au-delà de ce que tu as dit, les disciplines, les frontières disciplinaires, et véritablement casser toutes ces barrières, tous ces silos entre les disciplines. Et de faire cela avec de nouvelles méthodes, de nouvelles façons de faire, et c'est ça qui caractériserait plus la transdisciplinarité par rapport à la ou l'interdisciplinarité. Donc j'ai waouh, c'est vraiment bien ce truc. Et donc maintenant je vais me présenter. Donc en fait, moi j'ai toujours eu du mal à choisir.
Et par exemple, quand j'ai fait mon bac et que je me posais des questions sur ce que j'allais faire ensuite, ben, ce n'était pas très clair. Je me disais, je serais bien intéressée par des études de philosophie, mais j'avais toujours eu la passion de la géographie. Et en fait, je me suis dit, bah, tiens, tu vas choisir la géographie parce que peut-être tu n'enseigneras pas, en fait, tu n'auras pas que ça comme débouché, parce que pour moi, la philosophie à ce moment-là, bah, c'était quelque chose qui ne m'offrait comme perspective que l'enseignement. Et finalement, maintenant, je suis enseignant-chercheur. Enfin voilà, c'était à l'époque, on a 18 ans, on n'a pas forcément envie d'enseigner. Et ensuite, donc, je suis allée dans la voie de la géographie. Et puis en géographie, il y a 2 domaines, c'est-à-dire que soit on fait de la géographie humaine, soit on fait de la géographie physique, un peu comme fait Emmanuel, c'est-à-dire de la géologie, de la géomorphologie, etc. Et j'ai fait les 2, bien évidemment. Et ensuite, donc j'ai eu un master d'environnement. Et ensuite, j'ai fait un autre master de géographie humaine. Et j'ai fait une thèse en géographie humaine. Mais ensuite, quand il a été question de véritablement choisir, m'approprier un domaine de recherche, eh bien, je suis allée vers la santé environnementale parce que ça me permettait de recombiner les 2 aspects, quoi. L'humain par le côté santé et l'environnement par le côté pollution. Donc, je travaille depuis pas mal de temps sur ce qu'on appelle les espaces pathogènes, c'est-à-dire la capacité qu'auraient certains espaces géographiques qui contiendraient certaines caractéristiques à favoriser des maladies. Donc, pour faire ça, ben, je travaille souvent avec des médecins, avec des biologistes, des environnementalistes, des personnes aussi de SHS et des chimistes aussi. Et en fait, derrière cela, il y a la question du lien entre l'environnement et l'homme. Et ce lien, il doit être quantifié. C'est très important de le quantifier. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir des mathématiques derrière, etc. Et pourquoi c'est très important? Parce qu'en fait, derrière, il y a la question de la causalité et de l'imputabilité. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir savoir, lorsqu'on a des pathologies, à quoi sont dues ces pathologies et par exemple, à quelle famille de polluants. Donc, c'est un peu ça, un peu sur ça que je travaille. Et en fait, lorsque je travaille avec des sciences dures, la plupart du temps, moi, j'ai éprouvé, tu vois, l'autre sentiment, c'est-à-dire que l'accueil était plutôt bon. Par contre, je perçois plus de réticence de la part des SHS vis-à-vis des sciences dures, comme s'il y avait une sorte de menace, tu vois, ou de méfiance. Enfin, ça, c'est un peu ce que je ressens. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut être très humble, c'est-à-dire que dans notre discipline, on ne connaît pas tout et on a véritablement besoin d'autres disciplines pour approcher certaines problématiques, ça c'est indéniable. Il faut faire effectivement un effort d'aller vers, de comprendre le discours, les méthodes, etc., qui peuvent parfois être assez éloignées, il faut en avoir envie. Et puis, moi, ce que je trouvais, c'est que souvent, par exemple, la géographie, eh bien, si je vous demande, voilà, quelle est votre vision de la géographie, vous allez me dire, bah oui, la géographie, ça sert à localiser. Oui, mais pas que. Et donc, on fait d'autres choses, c'est-à-dire que l'on va essayer de comprendre la diffusion des phénomènes dans les espaces géographiques, on va essayer de les mesurer, on va essayer de comprendre justement les effets des espaces en eux-mêmes, etc., à agir sur des tas de phénomènes. Et donc, il faut avoir aussi envie de faire connaître sa discipline à d'autres. Et ça, c'est pour ça que j'aime bien travailler avec d'autres disciplines. On est souvent moins bien compris dans notre propre discipline. Ça aussi, c'est ce que j'ai perçu, c'est ce que j'aurais ressenti qu'en extra. C'est-à-dire que les autres géographes, des fois, ils me disent « Mais pourquoi tu fais ça, quoi ?» Pourquoi tu travailles avec les sciences dures, etc. Du coup, tu as peut-être un peu moins de temps pour faire ta recherche monodisciplinaire, d'avancer là-dedans. Bon, c'est vrai, mais bon, je crois que je ne peux plus travailler autrement maintenant.
C'est vrai qu'on est limité par les sections CNU. Et par exemple, je vais bientôt soutenir mon HDR et j'avais besoin du spécialiste en informatique sur des questions. Et puis il m'a dit, mais je ne suis pas dans votre section CNU. Alors j'ai dû le convaincre que voilà, il devait être présent parce que j'utilisais l'outil qu'il connaît très très bien, etc. Même si maintenant il y a la section pluridisciplinaire du CNRS, vraiment c'est très limitant. C'est vraiment très très limitant. Ensuite, bien sûr, il y a cette injonction dans les appels à projets à faire de la pluridisciplinarité, mais ça ne se décrète pas. On ne décrète pas du jour au lendemain de faire de la pluridisciplinarité, parce que c'est vrai que il faut être têtu, il faut être... c'est pas simple et il faut vraiment avoir envie de faire ça. Et ce que l'on voit parfois, c'est que comme il y a cette injonction, les personnes qui répondent à des appels à projets bien, vont décliner des sous-disciplines de leur discipline. Par exemple, si moi je disais je fais de la géographie, mais je fais aussi de la géographie physique, etc., etc., parce que l'injonction actuellement est grande. Ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que la pluridisciplinarité ou la transdisciplinarité marchait bien lorsqu'il y avait des enjeux de connaissances forts. Lorsqu'il y avait des questions qui pouvaient être comprises, partagées par tous, donc ça marche bien pour tout ce qui est crise, tout ce qui est risque, effectivement. Pour le Covid, alors là, voilà, ça a été l'exemple exemplaire, le paradigme. Il y a eu beaucoup de SHS qui ont travaillé au début sur l'effet du confinement. Et puis ensuite, il y a eu comme une autocensure, j'ai trouvé dans les SHS et puis même dans d'autres disciplines, c'est-à-dire que c'est comme si on voulait tourner la page du Covid, on s'est dit, bon, c'est bon, on ne va pas faire que ça. Hein, et donc, à un moment donné, ça s'est un peu arrêté. En fait, il faut avoir aussi le désir d'apporter quelque chose à une question. Il y a la quête de sens, donc de répondre à une question. Et c'est ce que je retrouve dans mon intérêt pour la philosophie, de répondre à une réalité qui est complexe. Et si on interroge les scientifiques ou même les personnes de SHS, bien peut-être plus les scientifiques parce que ça va être plus facile, on cherche tous la vérité avec un grand V. Et cette réalité complexe, bien, on ne peut pas l'aborder qu'avec sa propre discipline. Elle est multiple, elle est insaisissable, elle est variée. Et donc, on a besoin de toutes les disciplines pour essayer d'en avoir un petit aperçu. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer 3 projets sur des thématiques différentes, la thématique des odeurs, la thématique de la perception nucléaire, et un projet de zone atelier sur la Camargue. Alors, en matière d'enseignement, il y a des licences qui sont en train d'exister, qui sont en train d'émerger. Notamment, il y a une licence pluridisciplinaire sur la thématique environnement, où là, on a 35 étudiants en première année qui vont faire du droit, qui vont faire des sciences vivantes, des sciences de la terre, de la géographie, de l'économie, etc., autour de la thématique de l'environnement. 400 demandes pour 35 places depuis 2 ans. Donc, ça marche bien. Ce sont de très, très bons étudiants. Les enseignants se régalent, enfin, voilà, quand ils ont en cours. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore, par exemple, du moins, tu évoquais qu'il y avait un master comme ça, mais là, il n'y a pas encore de master pluridisciplinaire, ni de thèse encore totalement pluridisciplinaire. Tu en évoquais aussi, mais en environnement, pas encore, mais ça va sûrement venir. Donc, vous les avez là. Là, c'est les 2e années, la soirée d'intégration de fin d'été. Et donc, je vais vite vous présenter 3 expériences où j'ai travaillé en pluridisciplinarité. Une première sur les odeurs dans le contexte du GDR-O3, odeur, odorant, olfaction. Donc, en fait, si on regarde les odeurs, bien, avant que ce soit une odeur, il y a un odorant, c'est-à-dire une molécule qui va être
qui va être véhiculé jusqu'à notre système olfactif, qui va transmettre l'information au cerveau, et donc là, il y a effectivement des neurosciences, qui va traduire ça en sensations, et ensuite, cette sensation va faire que par rapport à l'odorant, ça va être transformé en odeur, on va dire j'aime, j'aime pas, etc. Et j'ai eu la chance d'encadrer une thèse de Jamel Benhassine, qui était un géographe, et l'encadrant était Joël Cando, donc le spécialiste des odeurs du LabCos. Et ça a été véritablement une grande chance parce que à la fois Jamel et moi aussi, nous avons beaucoup appris de cette collaboration. Et donc, Jamel, il a traité, par exemple, plus de 13 000 plaintes dans la région sud pour essayer de comprendre qu'est-ce qui incommodait les riverains de certaines installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, il a fait tout un travail. Et en fait, ce qui est intéressant, bon, je vais vous montrer deux, trois choses, mais ce qui était intéressant, par exemple, c'est qu'en 2020, à l'époque du confinement, bien, on avait beaucoup plus de plaintes parce que les personnes étaient restées chez eux et puis il y avait peut-être un effet de stress lié au Covid. Donc là, le nombre de plaintes avait grimpé. Oui, je dois pouvoir aller sur cette vidéo. Et d'origine industrielle, donc 2003 jusqu'en 2016, et puis ensuite il avait fait une extension jusqu'en 2020. Et vous voyez donc les points qui s'affichent, ce sont des riverains qui ont porté plainte sur un site internet dédié. Et donc, pour des odeurs liées au soufre, aux hydrocarbures, au gaz, à la chimie biologique, c'était les décharges d'ordures ménagères, par exemple, les papeteries qui émettent des odeurs jusqu'à 40 km, des odeurs de brûlés, chimiques, etc. Donc ça a été le gros travail de thèse de Jamel. Donc, je vais avancer. Et donc, plus on va dans le temps et plus il y a de plaintes, tout simplement parce que plus les riverains connaissent aussi l'existence de ce site internet. Et donc, voilà, il y avait ce biais-là, mais c'est normal. Alors, je vais essayer de revenir au PowerPoint. Voilà. Et en fait, le but de cette thèse, c'était d'essayer de voir si on pouvait objectiver les plaintes, c'est-à-dire si les personnes qui portaient plainte, parce que les industriels pouvaient se dire bah oui, bon, d'accord, etc., mais il n'y avait pas toujours une grande attention qui était donnée à cela. Et le but, c'était de voir si on pouvait les objectiver, c'est-à-dire si les personnes avaient raison de porter plainte parce qu'on était à des niveaux de gêne très importants, on était dans des contextes de faible vent, donc les odeurs avaient tendance à stagner, etc. On était proche, par exemple, du lieu d'émission, etc. Donc, on l'a fait avec un outil d'intelligence artificielle. Et oui, ces plaintes étaient la plupart du temps très objectives. Les riverains avaient raison. Je vais passer rapidement. Un autre projet, c'était sur la perception du risque nucléaire entre des experts, c'est-à-dire des sapeurs-pompiers qui avaient une bonne connaissance du risque lié à la radioactivité, et des non-experts, c'était les étudiants. Donc, plus de 1200 sapeurs-pompiers de la France interrogés et plus de 1000 étudiants du CA interrogés en 2018. Et donc là, on avait travaillé avec des radiochimistes, des spécialistes du risque, des juristes aussi de l'environnement. Et ça avait donné lieu à des choses très intéressantes. Et là, on va reprendre ce projet et on va l'élargir à l'Europe, notamment en se servant du Lycéus, parce que cette perception du nucléaire, elle peut changer suivant qu'on est en Finlande avec la menace russe, suivant qu'on est en Espagne avec des problématiques de sécheresse et donc de criticité d'alimentation en eau des centrales, etc. Et donc, on veut voir un peu ce qui varie comme ça. Et puis, dernier projet, c'est le projet de Zone Atelier en Camargue, où là, on travaille avec des environnementalistes, des spécialistes de la santé
environnementale. Et donc là, c'est le lieu en lui-même qui va fédérer toutes les actions de ces personnes, parce qu'on a de multiples enjeux en Camargue, c'est-à-dire c'est un lieu qui est à l'avant-garde du changement climatique, avec la remontée des eaux, puisqu'on est sur une topographie très plane, avec aussi une insertion du biseau salé, donc le sel qui remonte, etc., et qui contamine un peu tout, avec de la pollution, puisque c'est un réceptacle de toute la pollution du Rhône, et notamment au PCB, avec des espèces invasives, avec aussi des réservoirs de certaines espèces qui pourraient développer des maladies infectieuses. Et donc, tout cela, on le fait dans une perspective de One Health. Donc, ça aussi, c'est intéressant de raisonner globalement sur un lieu. Et puis, d'autres projets à venir. Le projet Matisse pour faire le lien entre la pollution de l'air et le risque d'accident vasculaire cérébral, où là, on travaille avec, par exemple, Laurent Suissa, qui est un spécialiste de l'AVC, et où on va pouvoir analyser les caillots sanguins, donc avec la métabolomique, et avoir des signatures, savoir exactement à quoi est dû cet AVC. Est-ce que c'est dû à une partie d'hérédité, une partie de déterminants de santé, mode de vie ou de la pollution. Et donc ça sera réalisé avec 300 patients de la région sud et avec des cas témoins qui sont près de la Martinique et la Réunion. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que la géographe que je suis va être intégrée dans la phase d'inclusion des patients, c'est-à-dire qu'on va pouvoir réfléchir à quel patient inclure, parce que connaissant son milieu, etc., il y aura peut-être plus de probabilités de pollution, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, un autre projet, Bienvenir 2, où là, on a une cohorte de 30 000 personnes âgées sur le département du 06, donc de grands questionnaires où il y a toutes les disciplines qui sont réunies autour de cette question du vieillissement, et là où on peut faire de la métabolomique aussi avec du sang et des télomères. Et les télomères, ils enregistrent tout le stress oxydatif qu'a connu la personne. Donc voilà, de beaux projets. Je ne sais pas si à venir, c'est en 2 mots ou un mot. Et je m'arrêterai là. Voilà. Merci beaucoup, Sandra. Est-ce qu'il y a des réactions ou des questions sur cette intervention de Sandra? Donc, tu es sur 3 projets très différents, du coup. Tu es transdisciplinaire aussi dans chacun de tes projets. Est-ce qu'il y a des réactions? Oui. C'est de vous passer le micro. Si, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Je voudrais ajouter un point qui m'a intéressé, c'est que vous avez fait appel au regard des juristes, qui ne sont pas considérés traditionnellement comme des scientifiques, et qui ne le sont pas au sens d'une définition très stricte de la science. Mais vous avez bien montré que l'intervention, la participation de juristes à ces réflexions est extrêmement importante. Et c'est d'autant plus importante que le juriste, par la force des choses, notamment dans le droit de l'environnement, est obligé de faire appel à d'autres disciplines que la sienne, à des disciplines scientifiques. Pour cela, il y a des experts judiciaires auxquels on fait appel, et avec tous les problèmes de compréhension de langage spécifique par des juristes qui ne sont pas, ne connaissent pas forcément, et pas toujours d'ailleurs, ce langage. Donc, ça m'a beaucoup interpellé, étant moi-même juriste, ayant été magistrat, et ayant dû comprendre un certain nombre d'expertises, un certain nombre d'études scientifiques figurant dans les dossiers. Donc, ça m'apparaît très intéressant, et votre démarche est vraiment très, très intéressante. Alors, ce que j'ai le micro, j'en profiterai pour faire deux petites remarques complémentaires. Vous parlez de connaissances scientifiques, et c'est vrai qu'hélas, nous ne sommes plus au XVIIe siècle où on pouvait balayer le champ total des sciences, mais quelque part, c'est très bien parce que nos connaissances, nos sciences ont évolué, on connaît plus de choses, c'est très bien. Mais en revanche, évidemment, il faut bien faire preuve d'humilité,
C'est un mot que vous avez bien cité tous les deux. Je termine brièvement en précisant qu'il y a d'autres modalités de connaissances humaines. Vous avez parlé de la philosophie, exact. Il y a les connaissances spirituelles au sens large, mais il y a aussi les connaissances artistiques. Par exemple, j'ai été frappé de voir qu'un astronome extrêmement connu avait noté que dans le fameux ciel étoilé de Van Gogh, on retrouvait certaines configurations astrales et qui étaient tout à fait justes sur le plan scientifique. Donc, il y a d'autres modalités de connaissance que les sciences stricto sensu. Merci beaucoup pour cette intervention. Tu veux rebondir? Non, je ne suis pas entièrement d'accord. Emmanuel, Oui, tu as envie de je rebondir? voudrais continuer là-dessus parce que je suis d'accord, je voulais faire part aussi d'une petite expérience, mais c'est vrai que cette question de science, alors oui, Sandra a parlé de sciences dures, comme on parle souvent de sciences molles, moi ça m'énerve toujours ça, et on en parlait encore un peu avant de venir. C'est vrai qu'il y a d'autres termes que j'aime bien, ou que j'aime mieux d'ailleurs, même si ça peut être un peu rude pour peut-être les sciences dures, c'est de dire les sciences humaines et les sciences inhumaines. C'est vrai que ça c'est pas mal, moi j'aime bien, parce que c'est plus clair, je trouve. Mais c'est vrai que cette notion de science, et souvent avec les collègues, quand on commence à parler avec, alors j'ai jamais parlé avec des juristes, mais c'est vrai avec donc des littéraires et puis même des musiciens, lorsqu'ils se mettent à faire de la création ou de la créativité, c'est vrai que la démarche science, non, vous n'êtes pas dans une démarche scientifique, alors parce que la démarche scientifique répond à une notion de quantitatif, de cadré, de processus bien établi. Bah, d'accord, mais pour y arriver, il faut, et je pense qu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, ils ont été dans cette démarche, je dirais, de cadrer, d'être dans une démarche un petit peu plus rigoureuse. Voilà, la notion de rigueur est importante, mais elle a ses limites et il faut faire attention. Et donc, je voulais terminer sur l'expérience, justement, musique. C'était il y a 7 ans, je reçois l'appel d'une artiste qui était à la Villa Arson, qui faisait une peintre, puis elle travaillait avec un musicien. Il me dit, voilà, Monsieur Trick, on a appris que vous travaillez sur le champ magnétique de la Terre ancien, et donc on aimerait savoir si vous pourriez travailler avec nous. Alors, je lui dis, je ne sais pas trop. Oui, on est en train d'imaginer, on a des idées de création, de créativité. Je dis, bon, d'accord, mais alors là, il faut que vous m'en parliez un peu plus. Je ne vois pas tellement le lien. Il me dit, mais vous savez, donc le champ magnétique de la Terre, rapidement, hein, c'est vrai que c'est un champ magnétique, il évolue continuellement dans le temps et dans l'espace. Et sa grande complexité, c'est que ce n'est pas du tout prédictif. C'est complètement aléatoire, cette évolution. Le champ magnétique, il y a un pôle nord, il y a un pôle sud. Et au cours des temps géologiques, ce pôle nord, pôle sud s'est inversé, et créant en plus une baisse de l'intensité du champ magnétique, avec donc des rayons solaires qui viennent à la surface de la Terre, qui provoquent des disparitions d'espèces végétales, animales, et ainsi de suite. Et donc, c'est un peu une vie, ça pulse, ça. Et donc, à ce moment-là, elle a commencé, oui, ça pulse, ça vit, c'est-à-dire quelque part, le champ magnétique peut être révélateur de la vie de la Terre. Je dis d'accord, ouais, ok. Et donc, on aimerait bien récupérer vos enregistrements, parce que j'avais travaillé à l'époque sur des enregistrements sur plusieurs centaines de milliers d'années, des inversions et des fluctuations du champ magnétique de la Terre. Il me dit, est-ce qu'on ne pourrait pas les reprendre et les mettre en musique? Alors là, je commençais à me dire, moi, je ne sais pas faire ça, hein. Oui, mais nous, on a peut-être une idée. Ah, dit, ah bon, d'accord, ok. Et donc, ils m'ont dit, il suffit que vous nous fournissiez ça, et puis après, on verra bien. Donc, j'ai fourni mon enregistrement, et ils ont commencé à travailler là-dessus, et à y mettre des couleurs et des sons. Et c'était assez amusant. Et donc, pour eux, c'était une démarche. Alors, malheureusement, c'était des étudiants, c'était en dernière année. Et puis, ils ont fait quelque chose, ils ont fait un rendu. Bon, puis ils ne sont pas allés plus loin après parce qu'ils ont été pris dans d'autres trucs. Mais quand vous me parliez là d'artistes, etc., ça m'a fait penser à ça. Et ça, j'aurais quelque part aimé continuer là-dessus parce que même si ce n'était pas du scientifique pur jus, on va dire, c'était de la création. Et quand on parle des gens, il faut savoir être innovant, créatif, etc. Mais ça, je trouve que c'était une démarche et quelque part scientifique, même si on n'avait aucune idée du bornage de ce genre de choses. Mais voilà, c'était simplement pour réagir là-dessus. C'était très intéressant comme approche. Alors, je profite pour rebondir, pour vous signaler que c'est la semaine du son du 20 au 29. Et il y a pas mal d'initiatives de ce genre-là qui sont proposées et qui sont présentées dans la semaine du son. Donc, ça peut être l'enregistrement de l'activité électrique des plantes qui est convertie en son, ou
il y a pas mal d'initiatives qui sont faites par les artistes pour s'approprier effectivement des données scientifiques pour en faire des créations artistiques. Donc, je vous invite tous à participer à tous nos événements de la Semaine du Son à partir du 20. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou sinon, on pourra voir à la fin. On aura du temps de discussion à la fin. Je vais passer du coup la parole à Benoît Grison. Volontiers, qui oui. va nous présenter ses expériences d'interdisciplinarité. Oui. En fait, je crois que notre ami Nancy, là, qui est présente virtuellement avec nous, a bien résumé la problématique de l'interdisciplinarité en citant Marcel Mauss, lui-même citant Goethe, qui était un artiste et un scientifique. Il ne faut pas l'oublier, Goethe. Il a eu des intuitions sur la morphogenèse végétale, c'était un bon minéralogiste, et puis bon, c'était le poète qu'on connaissait. Et Goethe disait, ben voilà, à l'endroit où les disciplines finissent, les spécialistes s'entre-dévorent. Et je pense que tout ne se passe pas toujours très facilement. D'ailleurs, vous n'avez pas donné une dimension, comment dire, une illustration angélique de ces rapports interdisciplinaires. Ça ne va pas de soi. On est plutôt dans un conflit latent au départ, plutôt qu'une coopération avant d'établir. Et ça, c'est dû à plein de choses. Je n'ai pas la prétention d'analyser tous les facteurs qui sont en jeu, mais il y a quelqu'un qui en savait long là-dessus, c'est Donald Campbell, qui est un sociologue des sciences, qui était un sociologue des sciences américain, états-unien. Et Donald Campbell, il a débuté en fait sa carrière universitaire en faisant de la psychologie expérimentale, de l'apprentissage, et puis il a fini en étant sociologue des sciences et épistémologue. Et il a développé la conception suivante, il y a un ethnocentrisme disciplinaire, comme dans tout groupe culturel humain. C'est-à-dire que les gens sont un peu crispés sur leur identité, etc. Et que cet ethnocentrisme disciplinaire, ça crée bien sûr des effets pervers quand il s'agit de faire dialoguer des disciplines, alors que parfois c'est une nécessité pour certains objets. Voilà. Et lui, bien sûr, comme souvent chez un chercheur, il y avait une projection autobiographique. Puisque quand il a commencé à faire l'épistémologie, la sociologie des sciences, surtout qu'à l'époque, la sociologie des sciences, qui d'une certaine manière peut être conçue comme une forme d'épistémologie sociale, n'était pas du tout développée, on l'a dit, mais tu es quelqu'un de sérieux, de reconnu en psychologie expérimentale, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Bon. Donc, il l'avait vécu et il a développé un modèle qui est, à mon avis, toujours tout à fait pertinent. C'est-à-dire que dans le rapport entre les disciplines, au commencement est le conflit pour des tas de raisons. Parfois, quand elles s'occupent d'un même objet, elles sont persuadées qu'elles ont le meilleur éclairage sur l'objet. Et puis, il y a toute l'insertion sociale dans l'institution scientifique, on connaît tous par cœur au quotidien, les financements, etc. Donc, ce n'est pas simple. Ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que la transdisciplinarité, ce n'est pas du tout pour surenchérir sur ce que disait Emmanuel, c'est peut-être encore perçu comme plus audacieux. D'ailleurs, on oublie toujours que le premier, en langue française en tout cas, qui est créé, qui est forgé le terme transdisciplinarité, c'est un littéraire. On revient aussi toujours à l'articulation problématique des arts et des sciences, Roger Caillois. Et il utilise le terme dès les années 1930 et il parle à partir des années 1950 de cohérence aventureuse. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai l'intuition que quand on prend un objet, qu'on se balade entre plusieurs disciplines, parfois, on trouve des récurrences, on trouve des cohérences épistémologiques, alors que les gens vous disent au départ pas du tout. Parfois, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des phénomènes analogues ou, si j'ose dire, pire pour certains ethnocentriques disciplinaires similaires, qu'on retrouve dans différentes disciplines quand on se donne les moyens de voyager un peu dans les disciplines, ce qui ne veut certainement pas dire apprendre un certain nombre de disciplines à fond, ce qui est impossible de nos jours en tout cas, mais collaborer. Bon. Et donc, cette idée de transdisciplinarité, je pense qu'elle a mis encore plus de temps à percoler dans l'institution scientifique que celle d'interdisciplinarité. Ne serait-ce que parce que l'interdisciplinarité, parfois, dans certains domaines, elle s'impose de facto. On a parlé de la crise pandémique. Là, il n'y avait plus le choix. Et malheureusement, comme tu dis, il y a eu un peu une petite retombée. Moi, je suis ça en tant qu'observateur extérieur, bien sûr, n'étant pas du tout dans ces domaines-là, après les grands pics pandémiques. Mais on voit ça aussi en technosciences, comme on dit, parce que beaucoup de domaines de la science sont à la fois indissociablement technologiques et scientifiques aujourd'hui. Par exemple, en robotique, si vous êtes roboticien et que vous ne voulez pas travailler avec des linguistes dans certains cas,
vous ne voulez pas travailler avec des mécaniciens, vous ne voulez pas travailler avec des électroniciens et des informaticiens, vous ne ferez pas de la robotique. Donc là, ça s'impose. Pour parler d'un domaine que je connais bien de l'intérieur, parce que je l'ai pratiqué, y compris d'un point de vue professionnel, l'ergonomie. Bon, l'ergonomie, c'est une forme d'ingénierie, entre guillemets, humaine, mais qui nécessite sans cesse, moi je l'appellerais plutôt une interdiscipline, d'avoir un minimum de teinture en physiologie humaine, en psychologie, voire en sociologie des organisations, voire un peu en anthropologie, même si c'est intéressant, même dans un domaine interdisciplinaire par essence, ça résiste. Actuellement, les ergonomes qui font de l'anthropologie, on a très peu. D'ailleurs, ils ont baptisé ça anthropotechnologie et je les soupçonne d'avoir baptisé ça comme ça. Je connais certains d'entre eux parce qu'ils avaient peur des foudres des ergonomes s'ils parlaient d'ergonomie anthropologique. Mais enfin, disons que quand il s'agit d'objets qui s'imposent sociétalement ou en termes de technosciences, c'est moins difficile de faire l'interdisciplinarité. Mais en faire pour des objets qui sont licites à aborder de façon interdisciplinaire et même qui ne seront jamais mieux éclairés que par l'interdiscipline, mais qui n'ont pas beaucoup de retombées immédiates sur le plan technologique ou sociétal, là c'est beaucoup plus difficile et l'ethnocentrisme ressort. Alors bien sûr, je ne vais pas me masquer derrière les considérations générales puisque l'objectif de ce soir c'est de parler de sa trajectoire individuelle. Moi je l'ai vécu comme tous les deux. Parfois avec joie, parfois avec moins de moins en me réjouissant moins, sans pour ça avoir vécu des expériences amères. Ça a commencé assez tôt chez moi, c'est un peu comme Sandra. Emmanuel a moins parlé la genèse de sa tournure d'esprit interdisciplinaire, mais en fait, après un bac scientifique, j'hésitais entre faire des études de philo et des études de sciences naturelles. Évidemment, j'ai dû choisir. On doit toujours choisir, heureusement. Et donc, j'ai étudié, alors j'ai sciences naturelles à dessein, parce que j'ai étudié des sciences de la vie et de la terre. Hein. À l'époque, mon objectif, c'était de devenir prof agrégé de sciences naturelles. Bon. Et finalement, en cours de route, j'ai bifurqué. Mais pendant un certain nombre d'années, en fait, j'ai étudié la biologie des organismes, j'ai étudié un peu de géologie, pas très longtemps, mais ça me rappelle des souvenirs, ce que dit Emmanuel. Et puis, à un moment donné, j'ai fait un master de biologie intégrative jusqu'à m'apercevoir, alors qu'on me proposait un sujet de thèse, qu'il y avait de fortes chances, vu à l'époque le nombre de postes qu'il y avait, que j'aille au chômage. Donc, j'ai reculé, ce qui est assez rare quand on vous propose un sujet de thèse à l'issue du master, etc., en me disant quand même un peu de professionnalisation. C'était pour des raisons aussi familiales, puisque j'avais perdu un de mes parents. J'ai donc travaillé et à un moment donné, alors que j'étais dans la vie professionnelle, j'ai repris des études et c'est quelque chose qui m'a permis de lier mon vieil intérêt pour la philosophie d'une part et les sciences de la vie, c'est-à-dire les sciences cognitives. Dans un premier temps, simplement, je m'étais toujours posé beaucoup de questions sur le comportement, parce qu'à l'époque, en biologie, l'approche était très comportementaliste, certainement pas behavioriste, mais très biologisante, réductionniste. Donc, j'ai fait un master, on ne disait pas master à l'époque d'ailleurs, là je me rajeunis en disant ça, une maîtrise de psychologie expérimentale. Et ensuite, je suis arrivé en Master 2 DEA, donc à l'époque, à l'école des hautes études. C'était l'époque Varela, qui cette année-là n'enseignait pas parce qu'il avait déjà son cancer, Michel Imbert, etc., etc. Et là, il y avait quelque chose, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure en décrivant les formations, tu suis très près, quelque chose de l'ordre de l'interdisciplinarité, voire même de la pluridisciplinarité, puisqu'on nous contraignait, mais c'était une contrainte tout à fait choisie et pas subie, d'avoir des enseignements, d'une part, en éthologie cognitive, en primatologie, en neurosciences, mais aussi aller voir du côté de la psychologie, etc. Et bien entendu, après, on se déterminait. Mais ça m'a conforté, en fait, dans mes travers, dans mes démons interdisciplinaires. Et donc, en fait, j'ai engagé une thèse de doctorat qui était sur la cognition collective, on dit en termes techniques distribuée, d'un groupe de biologistes du développement, dans un laboratoire bien connu à l'époque, toujours bien connu à l'époque, toujours bien connu aujourd'hui, mais qui à l'époque était vraiment le leader en France et dont la directrice est devenue ensuite enseignante au Collège de France. Et donc, voilà, j'ai soutenu cette thèse.
Je ne sais pas si c'est de la chance parce qu'il y avait peut-être une inconscience à choisir un thème comme ça. Et d'ailleurs, mon directeur de thèse lui-même avait suivi 2 cursus successifs. C'est pour ça, je pense qu'il avait accepté. On dit dans la pensée populaire, les chiens ne font pas des chats. Et les directeurs de thèse qui acceptent ce genre de projet un peu tordu, eux-mêmes ont un parcours un peu particulier. Autrement, ils vous disent non, il va falloir. Voilà. Donc, à l'issue de la thèse, je pouvais éventuellement retrouver le problème de la professionnalisation. Et alors, est-ce que c'était au début des années 2000 un moment de plus grand degré de liberté, mais j'ai réussi à être qualifié dans plusieurs sections et à trouver un poste. Voilà. Bon. Et donc, enseigner avant tout ce qui tournait autour la psychologie cognitive, l'anthropologie cognitive. Comme j'ai été formé aussi à l'EHESS en passant à la sociologie des sciences, mais aussi les neurosciences en lien avec les comportements. Bon, ok. Et ça m'a permis comme ça de commencer une carrière scientifique atypique et de continuer à aborder des sujets assez variés. Et des exemples de butées, parce que les butées sont toujours plus intéressantes que quand ça marche. L'étude de la fatigue dans des situations qu'avec notre groupe de l'époque, on déterminait comme des situations d'études privilégiées, c'est-à-dire des situations dites naturelles, ce qui n'a pas grand sens pour l'être humain, bon, mais des situations qui préexistent socialement, mais qui sont des situations de fatigue extrême, parce qu'on s'intéressait au processus de fatigue dans ce qu'on appelait autrefois la psychophysiologie. On reprenait ça et on allait étudier en fait la fatigue maritime. Donc la psychophysiologie de la fatigue chez les marins-pêcheurs sur des navires-usines. Donc c'est des trucs absolument hallucinants parce qu'ils dorment 20 heures. Bien sûr, ils se relèvent, heureusement pour eux, mais ils dorment 20 heures, ils sont éveillés 20 heures, ils dorment 4 heures, le lendemain, quelqu'un les relève, etc. Ils gèrent des tâches très complexes en parallèle, etc. Et l'idée, bien sûr, c'est que c'était une espèce de verre grossissant pour un certain nombre de processus de fatigue, c'était extrême. Et c'est là où ça devenait plus casse-cou. L'idée, c'était jusque-là, ce n'était pas du tout à risque, c'était de faire de l'étude de la variabilité de la fréquence cardiaque, parce que ça, avec des bons traitements du signal, ça permet quand même de bien caractériser des choses très fines en termes d'objectivation de la fatigue, mais de joindre à ça un niveau d'analyse psychologique et un niveau d'analyse un peu plus anthropologique, modestement. Alors, au niveau d'analyse psychologique, c'était faire des entretiens avec ces sujets, dans un premier temps sur un navire, des entretiens, mais pas des entretiens comme on fait souvent en physiologie pour compléter en psychophysiologie, c'est-à-dire pas des questionnaires, des entretiens non directifs, compréhensifs, ça, mes collègues de sciences humaines et sociales connaissent ça par cœur. Et puis, qu'un certain nombre d'investigateurs, je n'en ai pas été parce que je dirigeais le groupe à l'époque, mais j'ai notamment eu un thésard et plusieurs collègues, soient sur le chalutier et en fait notent bien, dans le cadre d'une étude ethnographique, quels étaient les grands moments de crise dans la campagne, comme on dit, parce qu'il n'y a pas que la fatigue qui se répète, les moments où il y a vraiment des problèmes météo, etc. Et puis après, essayer d'articuler les résultats en fait de ces enregistrements électrophysiologiques, de la variabilité cardiaque, les entretiens de ressentis subjectifs pour voir si ces ressentis subjectifs avaient un sens, parce qu'ils portaient des capteurs tout le temps, bien sûr, par rapport au moment où ils les ont ressentis. Souvent, il y avait des décalages entre les ressentis subjectifs et ce qui se passait vraiment. Bon, visiblement, ils ressentaient plutôt les phénomènes qui se produisaient en haut avec un effet de décalage, et puis corréler ça aussi avec des contextes, des effets de contexte. Par exemple, effectivement, une météo catastrophique, ils avaient dû gérer ça en plus, etc. Bon. En fait, ça a donné lieu à des publications dans des bonnes revues d'ergonomie, mais qu'est-ce qu'ont dit les collègues ergonomes? Pourquoi vous n'êtes pas contentés de faire des analyses de fréquence cardiaque? Et nous, on a dit, en fait, l'intérêt quand même des papiers, à notre avis, c'était d'articuler différents niveaux d'analyse. Mais là, on s'est pris quand même de front l'ethnocentrisme disciplinaire, comme dirait Donald Campbell. Bon, on n'a pas eu quand même à affronter des camouflets du type on ne veut pas publier, non, pas du tout.
Mais par contre, ça n'a pas fait école. Alors, et bien sûr, il y a des gens plus argumentatifs, je dirais, dans leurs propos, des collègues qui m'ont dit « c'est trop lourd, c'est trop coûteux ». Oui, mais par contre, on obtenait des résultats plus fins. Voilà, sur ces processus de fatigue qui sont parfois un peu insaisissables. Bon, voilà. Alors ça, c'est typiquement l'exemple d'une butée rencontrée, moi, dans mon parcours par rapport à ces affaires d'interdisciplinarité. Alors, après, il y a des choses infiniment plus positives. Par exemple, le développement K1K1, et il y a des gens dans cette salle qui connaissent ça, en France, de ce qu'on appelle l'anthropologie cognitive, c'est-à-dire une discipline qui se veut faire partie des sciences cognitives et qui va articuler l'anthropologie, hein, culturelle ou sociale, comme on dit classiquement, et avec les sciences cognitives. Bon. C'est quelque chose qui, au départ, suscitait beaucoup de résistance des deux côtés, de la part, par exemple, des gens de psychologie cognitive et de la part des anthropologues, hein, c'était bien partagé, avec des arguments qui étaient aussi réducteurs d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, les gens de psychologie cognitive disaient, mais quel est l'intérêt d'introduire la variable culturelle, encore qu'il faudrait définir ce qu'on entend par culturel, dans les sciences cognitives, ça n'a pas grand intérêt, et puis c'est mou. Voilà, surtout d'un point de vue psychologie expérimentale, c'est mou. Et puis, du côté de certains collègues des sciences sociales, c'était pourquoi parler d'anthropologie cognitive? L'anthropologie, moi je me souviens très bien de certaines discussions, l'anthropologie cognitive par essence. Alors, il y avait un peu un jeu sur les mots, là aussi, et souvent on est mal entendu sur les mots, dans ces histoires-là d'interdisciplinarité. Bien sûr, l'anthropologie parle des connaissances, il y a une anthropologie des connaissances, mais là, c'était qu'est-ce que l'anthropologie peut apporter à l'étude de la cognition? Ce n'était pas la même chose. Donc, en marchant vite, c'était une forme d'anthropologie psychologique. Bon, bah, ça au début, je dis au début parce qu'on était à la fin des années 1990, moi quand je suis sorti de ma thèse à toute fin des années 1990, un certain nombre à défendre. Chez les francophones, c'est déjà mieux établi dans le monde anglo-saxon, anthropologie cognitive. C'est plus une bataille. Maintenant, il y a une petite communauté de gens qui font l'anthropologie cognitive. Après, on voit une chose quand même. Bon, Arnaud pourra en parler plus savamment que moi, mais il y a quand même une polarisation, c'est-à-dire que comme dans toutes les collaborations interdisciplinaires qui commencent à se cristalliser, il y a les tentations de pouvoir qui ressurgissent. C'est-à-dire un peu annexé du côté soit des psychologues ou des spécialistes des sciences cognitives, cette anthropologie cognitive, peut-être moins de la part des anthropologues, mais disons que cette tentative, quand la stabilisation de la collaboration interdisciplinaire s'est faite et qu'il y a une interzone, une zone de négociation, comme dit Peter Gallison, l'épistémologue américain, où les gens travaillent, on trouve un langage commun, il peut toujours y avoir la tentation de la régression. Hein, c'est comme au début de la biologie moléculaire. Au début, la biologie moléculaire s'est créée pour être ce qu'elle désignait, c'est-à-dire une biologie qui utilisait les apports de la chimie organique, de la biochimie, de la physico-chimie. Mais au bout d'un moment, il pouvait y avoir la tentation de tirer la biologie moléculaire vers la chimie, ou plutôt de la tirer vers la biologie en poussant. Et on retrouve la même chose en anthropologie cognitive actuellement, c'est-à-dire qu'il y a les gens qui ont tendance à réduire parfois l'anthropologie cognitive, à essayer de rendre solubles les questions de culture dans les questions de cognition. Il y a d'autres personnes pour lesquelles la cognition humaine, c'est avant tout de la culture et ils oublient les mécanismes à base neurophysiologique qui sont universels. C'est des questions qui sont très intéressantes. À partir du moment où vous stigmatisez l'anthropologie cognitive comme une nouvelle discipline, du coup, ça devient de nouveau fermé. Oui, c'est ça. Avec les mêmes enjeux de pouvoir. Et alors, il y a quelque chose de très pervers, c'est que quand un champ interdisciplinaire, je dirais pas se fige, mais se stabilise, puisque comme c'est interdisciplinaire, c'est dynamique. Les gens continuent à avoir une balance qui est plutôt d'un côté ou de l'autre. Eh bien, c'est ça. Le démon des ethnocentriques reprend un peu sa place. Et, en clair, grâce à l'anthropologie cognitive, on a pu apprendre en sciences de la cognition qu'il y a tout un tas de processus cognitifs qui sont avant tout d'origine sociale et culturelle. Après, il ne faut pas pour ça rejeter le fait qu'il y a aussi des universaux cognitifs qui viennent des bases neurobiologiques qu'on a tous en partage, nous autres êtres humains. Et à l'inverse, effectivement,
beaucoup de gens se disent anthropologues cognitifs, mais se diront, voilà, je vais quand même essayer de dissoudre ces histoires un peu vagues de culture et de social dans des mécanismes cognitifs qui les expliqueraient entièrement. C'est-à-dire à ce moment-là, la dimension du collectif sera en grande partie expliquée par les caractéristiques de notre cerveau individuel, des comportements collectifs. Voyez, il ne se passe plus quelque chose, il n'y a plus les phénomènes entre les gens qui rendent compte d'une autre dimension de phénomène. Et donc, là, c'était une expérience beaucoup plus positive parce que plus personne ne met en cause l'intérêt de cette sous-discipline des sciences cognitives. Mais néanmoins, rien n'est jamais gagné parce qu'effectivement, il y a toujours la tentation du réductionnisme et il y a toujours la tentation de l'annexion. Bon. Et je ne crois pas qu'on ait pu s'échapper à ça. C'est très, très, très compliqué. Facteur humain. Oui. Alice, tu voulais peut-être réagir, je ne sais pas. Mais... Peut-être quelqu'un dans la salle a peut-être envie de réagir. Oui, Thierry. Merci bien. Bon, moi, je me régale. Donc, je suis maître de conf en STAPS et j'émarge au LabCos. Et puis, avec un parcours tortueux, hein, effectivement, avant aussi. J'aurais en fait trois questions, à la fois des questions subjectives sur ce que vous avez vécu dans ces expériences interdisciplinaires et ensuite sur le fond. La première, c'est justement dans ces expériences, est-ce que vous avez expérimenté la hiérarchisation des disciplines entre elles et des méthodes ? Et si oui, comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez pu construire ou pas avec cette expérience? Ensuite, l'autre question plus sur le fond, c'est la transdisciplinarité. Est-ce qu'elle va jusqu'à la création d'une nouvelle discipline? Voilà, alors ouais, tu l'as évoqué, peut-être l'ergonomie, peut-être la criminologie, enfin voilà, ou est-ce qu'elle renforce une discipline existante? Je peux par exemple parler de la psychologie, hein, c'est bien servi et tant mieux, hein, je ne sais pas, des mécanismes de burn-out, de résilience en physique, hein, par exemple. Et puis une question alors plus intime, plus profonde, d'où vient la source du blocage des peurs? Est-ce qu'on va jusqu'à l'ego? Si je reste plus politiquement correct, de défense de territoire, hein, en fait. Voilà, ce sont mes trois questions qui me tarabusquent en ce moment. Ouais, la première, c'est la hiérarchisation des disciplines et des méthodes. Je ne veux pas me substituer aux propos de Sandra tout à l'heure, mais j'ai eu l'impression qu'elle l'avait ressenti. En tout cas, moi, je l'ai ressenti, y compris alors quand on dit, bon, voilà, hein, je vous donnais cet exemple, l'étude des processus de fatigue en situation naturelle, mais prise comme privilégiée pour comprendre certains grands mécanismes de la fatigue. Si on dit, bah voilà, j'utilise ces fameux niveaux d'analyse que je vous évoquais, là, je dis fameux parce que je les ai répétés à l'envi, eh bien, l'électrophysiologie, des entretiens non directifs compréhensifs, et puis le contexte ethnographique ou micro-sociologie. Eh bien, on vous dit, ben, vous maîtrisez quelque chose qui est noble, on ne vous le dit pas comme ça, l'électrophysiologie. Qu'est-ce que vous allez vous déplacer sur un plan qui est mou? Et ça, on vous le dit. Et là, on retrouve le fameux mou, qui d'ailleurs, bon, vient d'une expression anglo-saxonne, comme tout le monde le sait, hein, dans cette salle, soft, qui ne se trouverait pas se traduire comme ça déjà. Hein. Mais en tout cas, en France, peut-être dans un contexte très vision positiviste de la science dans les 60s du siècle dernier, donc, ça s'est transformé en science molle. Bon, et là, on a beaucoup de mal à faire comprendre que les trois niveaux ont leur pertinence, les trois niveaux d'analyse, et qui devraient peut-être faire synergie, en tout cas que les croisements, ce n'est pas toujours le cas, parce que les triangulations de méthode ne marchent pas toujours, les croisements devraient pouvoir être féconds. Parce que à ce moment-là, on vous renvoie quand même une idée de hiérarchie des sciences. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de positivisme, hein, celle qui a été pratiquée au XIXe siècle, hein, qui est complètement désuète aux yeux des, eh bien, vous le savez aussi tous ici, vous êtes des épistémologues contemporains.
comme quoi il y aurait des reines des sciences et puis qu'il y aurait une dégradation en fait des méthodes d'objectivation et d'appréhension du réel au fur et à mesure qu'on descend dans la hiérarchie. Bon, et donc ça c'est encore vivant chez pas mal de monde. Oui, au niveau de l'éducation, on sait que les mathématiques et la physique sont très prisées et que quand on fait la littérature, c'est beaucoup moins valorisé dans l'éducation. Je ne sais pas, Solange, si tu veux rebondir là-dessus. Ah oui. Il y a même des disciplines qui ont été considérées comme fondamentales et donc par déduction d'autres non fondamentales ou moins fondamentales à l'école. Oui. Et donc de la construction d'un citoyen éclairé par une approche culturelle large et pluridisciplinaire qui est l'école au départ, on en fait des citoyens avec un champ de compétences très ciblé sur des disciplines qui sont calées sur d'autres finalités qui sont de répondre à l'employabilité future de la personne. Voilà un exemple de voilà, c'est ce clivage qui est apparu à l'école entre les disciplines fondamentales et celles qui ne le sont plus, et qui se traduisent à travers les programmes scolaires, mais aussi sur des disciplines qui n'existent plus ou qui sont relayées au rang d'options totalement culturelles. Hein. C'est ça. Par exemple, les arts, on fait quelques kilomètres, on va en Italie et considéré comme discipline fondamentale, construction de l'humanité au sens H de humain. Et puis, désormais, le champ artistique est réduit au milieu scolaire à une option parmi d'autres comme l'éducation musicale ou l'éducation physique et sportive. Hein, voilà. Donc, on n'est pas étonné que tu sois trompettiste, que je sois artiste, que tu sois sportif et peut-être d'autres dans la salle. On n'est pas là pour rien. Je rajouterais d'ailleurs qu'au sein de ce qui est reconnu comme science, au moins dans le sens commun, bon, après, la définition de science est toujours assez complexe. On parlait tout à l'heure, j'ai fait exprès de dire, j'ai étudié les sciences naturelles, parce que surtout la biologie des organismes. Actuellement, dans les programmes de sciences de vie et de la Terre, dans le secondaire, hein, du collège au lycée, il y a une régression de la présence d'un certain nombre de disciplines des sciences naturelles. Alors même que on sait très bien que, vu les crises environnementales sans précédent à laquelle on fait face, les gens devraient avoir un minimum de culture là-dessus. Et cette idée d'hierarchie des savoirs et même des sciences, elle a des conséquences très concrètes. Hein. J'ai un ami, le botaniste Marc-André Sellos, qui a une fondation qui s'appelle Biogéos, où ils défendent notamment cette idée-là, c'est-à-dire il faut faire attention. Si on continue à faire régresser activement dans les programmes ministériels cette partie-là, Dieu sait que c'est très important que les gens, du moins qui sont en section scientifique, mais même ailleurs, voient un peu ce que c'est que l'immunologie, la physiologie, etc. Mais si les gens n'ont qu'une idée de ce que c'est qu'un écosystème, une biocénose, ce que c'est, comment ça fonctionne la biodiversité, ou ce que sont les sciences de l'environnement, dans le secondaire, c'est très difficile après de faire bouger les représentations collectives. Et pourtant, de fait, ces dernières années, on a vu une régression de ces thématiques-là. Peut-être que la crise environnementale va nous forcer à revenir vers plus de transdisciplinaire. Je connais bien Marc-André parce qu'on a fait nos études ensemble. Donc, je suis contente d'entendre parler de lui. Oui. Je voulais rajouter un petit commentaire là, sur cette notion de hiérarchisation par rapport à ma petite expérience. Par exemple, quand j'ai fait de l'interdisciplinarité, où souvent c'était des comparaisons avec des méthodes, etc., on voyait très rapidement des hiérarchisations. Par exemple, quand j'ai abordé l'aspect numérique, moi au début, j'étais un pur expérimentateur, j'allais dans le fond des vallées, je faisais des carottages, etc. Et puis à un moment donné, il y avait l'aspect numérique, et à ce moment-là, j'ai essayé de m'intéresser à ces techniques numériques, et donc c'était plus des notions d'interdisciplinarité. Et c'est vrai que là, la notion de hiérarchisation, elle est arrivée très vite. Oui, mais grâce à mes modèles numériques, finalement, par rapport à tes carottes sédimentaires, c'est des questions de mode aussi. Voilà. Ben oui, tout à fait. Et par contre, quand j'ai commencé à faire de la transdisciplinarité, où il faut vraiment rentrer dans l'autre discipline et faire la même chose, là, la notion, je l'ai nettement moins bien ressenti. En tout cas, il y avait plus un équilibre et un respect de l'autre discipline, de ce qu'elle pouvait apporter et de mieux se comprendre. Donc, c'est une histoire c'est vrai, de communication, d'échange, d'apprendre le vocabulaire de l'autre. Moi, c'est clair que d'ouverture, elle est très coûteuse parce que, et c'est vrai que chaque fois que j'ai fait ça, moi, j'ai bien mis au moins 2 ans à 2 ans et demi minimum pour vraiment me sentir à l'aise, et ça demande un effort important. Et là, c'est vrai que
tout cas, les personnes avec qui j'ai pu faire et qui ont fait cet même exercice, on a passé beaucoup de temps. Et là, il y a pas de hiérarchie. On est plus dans le respect, même si Respect et confiance on se aussi, respecte et de la ouais. confiance. Ça ne veut pas dire que dans l'interdisciplinarité, on ne se respecte pas et tout, mais Oui. par rapport à la question, j'ai beaucoup plus ressenti comme ça, moi. Et ta Parce que deuxième chacun fait la question, moitié du du coup, chemin. Thierry? Non. J'en avais trois, mais ouais, après, où est la source de tout ça, hein, Ouais. Mais bon, après, la source se résumer dans l'ego. Quelle est la cause des obstacles, hein? C'est compliqué, ça. Compliqué. Je ne sais pas. Mm. C'est très compliqué. Sur la cause des obstacles, vous avez souligné que l'ethnocentrisme disciplinaire, il pouvait être lié au fait que les disciplines soient en prise avec des problèmes sociétaux, plus ou moins, enfin, vous avez suggéré ça. Mais il y a aussi sans doute, c'est ça, enfin, peut-être la cause des obstacles. Il y a aussi sans doute le niveau d'avancement de la discipline elle-même, parce que moi j'aurais tendance à penser que moins une discipline est assurée, plus elle est jeune, et plus elle va avoir tendance à fonctionner avec des crispations identitaires, avec des... Mais bon, après, il y a les théories du conflit qui sont intéressantes pour ça, hein. Au plus proche aussi, il y a des effets de proximité. Plus on est proche et plus on se déteste. Donc ça, c'est le narcissisme des petites différences, pour le prendre en sens Et ça se vérifie dans les disciplines scientifiques ou les sous-spécialités. Voilà, donc il y a peut-être des réponses qui sont de cet ordre-là, du point de vue social, hein, enfin, du point de vue collectif. Mais... Après, l'ego, je ne sais pas. Non, mais moi aussi, je n'ai pas les clés. Alors, bien sûr, sans doute qu'au fond du fond, il y a notre ego à chacun, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de niveaux sociaux aussi qui s'empilent dans ces phénomènes-là. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, précisément, dans les sciences de la vie, il y a deux communautés qui ne se supportent pas bien du tout, c'est les éthologues et les spécialistes d'écologie comportementale. Et alors, évidemment, quand on voit de l'extérieur, on se dit, mais en quoi ils sont différents? L'écologie comportementale, théoriquement, on relie vraiment avec le contexte écologique, le comportement, et on le voit comme avant tout dans son adaptation à l'écosystème, etc. Et c'est vrai que l'éthologue se définissant plus, alors tout ça c'est un peu caricatural parce qu'il y a des gens entre deux, comme toujours, comme biologiste du comportement, parfois la variable écosystémique où il y a les biocénoses, il l'oublie un peu. Bien, ces deux groupes qui, vus de l'extérieur, alors eux, ils considèrent que ces vues d'avion paraissent quasiment indifférenciés, qui travaillent sur les mêmes objets, ont beaucoup de mal à se parler. Ils ne s'aiment pas particulièrement. Et personnellement, je connais deux personnes qui ont voyagé entre les deux communautés, mais ça ne leur a pas réussi. Parce que des deux côtés, on leur a reproché d'aller frayer avec l'ennemi. Alors qu'ils sont tout près, quoi. C'est une feuille. C'est la même chose, par exemple, entre géologue et géographe. Hein. Il y a des rivalités impressionnantes. Et ça, alors que les deux disciplines avant étaient très très proches. Bon, maintenant un peu moins, mais auparavant, en tant que géographe, on faisait forcément de la géologie. Voilà. On passait par la géologie. Ça, ce sont des égos qui ont éloigné les trucs. Alors, il y a un petit commentaire de Nancy. Elle dit « Isabelle Stenger parle du besoin de domination, du machisme à travers sciences dures et sciences molles pour garder le pouvoir. La physique se dit supérieure sur la chimie sur la biologie sur les sciences humaines et sociales. L'institution des STAPS est un terrain de conflit sur ce domaine qui date depuis les années 80. » Voilà. Effectivement, oui. Ben oui. Il y a toujours une discipline qui se dit ou qui se voit ou qui se veut supérieure à une autre. Le dernier mot, quelque part. Moi, si je prends l'aspect géosciences, la géologie, donc c'est un météorologue qui a imaginé la tectonique des plaques. La fameuse théorie qui a été proposée en 1912 et qui a été acceptée en 1960-65. Elle a pu être démontrée par les physiciens et par des chimistes qui se sont dit géophysiciens et géochimistes. Des nouvelles disciplines, d'ailleurs. Et c'est vrai que là,
sachant que les mathématiciens sont venus se mettre dedans là après, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu la hiérarchisation, et à l'heure d'aujourd'hui, on a une hiérarchisation très claire, c'est que le géologue est en dessous du géochimiste, géophysique. Je ne ferai pas la frontière qui, entre géophysicien et géochimiste, se sent au-dessus, mais souvent on dit que le physicien est au-dessus du chimiste, mais bon, là, je vais… Donc, physique, il y a à chimie. l'heure actuelle une hiérarchisation très claire, et la géologie est en perte de vitesse. C'est impressionnant parce qu'il y a des signaux, même vis-à-vis des étudiants, hein, parfois, on dit, mais va pas perdre ton temps à casser du caillou, viens faire plutôt de la modélisation ou faire de la physique ou de la chimie appliquée à la Terre. Aller casser du caillou ne sert pas à grand-chose. Ce qui est terrible, hein, mais je l'ai entendu, hein, c'est vrai que c'est affreux. Hein. Et là c'est, je dirais, même la culture et la notion de donner de la puissance par rapport aux étudiants. Et, enfin, fais ceci, mon fils, j'allais dire. Emmanuel, pour rebondir sur ce que tu dis et ce qu'a exprimé Nancy à l'instant, il y a aussi dans l'idée de, voilà, mon domaine de savoir est supérieur à celui de l'autre, et donc cette hiérarchisation, même sous une forme plus moderne que celle positiviste, une idée épistémologique qui s'avérait fausse, mais de réduction absolue, c'est-à-dire que le fantasme épistémologique qu'il y a derrière, et tu sais infiniment mieux que moi en ce qui concerne la géophysique, c'est que la science qui est en dessous, non seulement elle est inférieure, mais on va la bouffer, y compris épistémologiquement. C'est-à-dire on va montrer qu'elle est inutile. Alors que bon, c'est en fait les niveaux d'analyse et les approches qui sont celles de cette science qui est mal vue par une science plus dominante restent tout à fait légitimes épistémologiquement, mais on développera une rhétorique comme quoi dans 150 ans, ça n'existera plus, ces disciplines-là. Et parfois, la prédiction peut être autoréalisatrice, parce que si on arrive à ne plus du tout attirer les étudiants vers ces disciplines-là. Ouais. Alors après, il y a les situations de crise qui permettent toujours de retrouver le fait que les niveaux d'organisation, les niveaux d'analyse dont s'occupent ces sciences méprisées par d'autres, plus modernes, en tout cas historiquement, sont légitimes. C'est par exemple la crise environnementale. Aux États-Unis, maintenant, ils rouvrent beaucoup de postes de biologie des organismes, beaucoup de postes d'écologues, voilà. Mais parce qu'en plus, ils sont aperçus que même pour des expertises basiques, mais ça, il y a un certain nombre de personnes qui savent dans la salle, ils ne trouvaient plus des spécialistes de certains types d'écosystèmes, de certains groupes, comme disent les biologistes taxinomiques, donc certains groupes de végétaux, animaux, etc. Voilà, parce qu'il faut une vie pour former des gens comme ça. Et il y avait des gaps, il y avait des déficits de transmission. Et ça, bon, c'est simplement, là encore, la dégradation des écosystèmes, simplement, tristement, qui pousse parfois à changer à ce moment-là la politique de recrutement, création de postes, voire même de groupes de recherche. Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'avais un exemple, hein, tu parlais d'anthropologie cognitive. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses se jouent au sein des institutions. Enfin, je veux dire, on est toujours pris dans le monde de la science dans des rapports très éthologiques, hein, de faire pipi sur l'arbre, hein, ça se résume parfois à ça, malheureusement. En plus de ça, les peurs, les égos, etc. Alors moi, j'aimerais revenir un peu sur ce qui a été mentionné et qui pourrait aider. Mais j'ai l'exemple en tête de Dan Sperber, quand il est arrivé, je vais dire, dans les années 90, avec l'épidémiologie des idées, ou dans la préface ou dans l'introduction, il disait, bon les gars, en s'adressant aux collègues anthropologues, c'est bien sympa ce que vous faites, bon, jusqu'à présent, vous interprétez, moi, maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche la culture. Pourquoi il se permettait de dire ça? Il ne le ferait plus, hein, il ne le faisait plus déjà 10 ans plus tard. Et les derniers Sperber, je veux dire, sont beaucoup plus fins que les premiers. Mais en fait, il arrivait avec ses gros sabots pour dire, voilà, il y a une sous-discipline qui aujourd'hui doit être prise en considération, qui est l'anthropologie cognitive. Mais je pense que beaucoup de crispations sont autour de ce clivage mou, dur, etc., autour de deux modèles vraiment, le modèle de la causalité et le modèle de l'intelligibilité. Et de fait, le passage des sciences de la Terre aux sciences humaines, il prend de front. Je vais dire, il dit, voilà, maintenant on va passer d'un modèle, ou bien on va transposer un modèle, celui de la causalité, au comportement humain. Et là, les scientifiques sociaux, ils disent, mais
c'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, on sait ce que ça a donné avec la sociobiologie. Enfin, on revient sur les années 60, les anciens modèles, etc. La biologisation des comportements humains. Donc, il y a toutes sortes de peurs qui ressurgissent. Mais je pense que là, il y a un vrai défi, c'est-à-dire comment articuler des modèles d'intelligibilité et des modèles de causalité. Et je pense que là où on en est aujourd'hui dans le comportement de l'être humain et du vivant en général, on est tous dans des modèles d'intelligibilité, même si on peut montrer à travers un algorithme ou un modèle que un aspect de la réalité réduite à sa portion congrue peut fonctionner à travers ce modèle, mais si on prend en considération cet autre facteur, celui-là, finalement, on est dans des formes d'intelligibilité et on avance un peu Alors, pas tout à fait. Il y a des modèles quand même qui sont très, très performants. Je pense au réseau bayésien qui permettent d'intégrer des modèles avec, vous pouvez rentrer des centaines, des milliers de variables des modèles quantitatives, quantitatives, de causalité. Oui, mais de causalité de quoi? La Du comportement humain? On pourrait le rentrer, bien sûr. Je connais un peu les modèles bayésiens, mais ce que fait, par exemple, Emmanuel quand il essaie de comprendre le comportement humain lors de catastrophes et ce que fait Daniel, etc. on est sur des populations. On est sur des populations. Est-ce que ces modèles fonctionnent à l'échelle individuelle ou dans des petits groupes? Oui, je pense. Moi, je ne suis pas sûr. Moi, il faudrait tester. Je vais me mettre en porte-à-faux un peu par rapport à Sandra. C'est vrai que moi, quand j'ai appris tous les aspects modélisation, etc., c'est que les modèles, c'est très bien, mais un modèle n'a pas vocation à reproduire la réalité. Il n'y arrivera pas parce qu'il y a trop de paramètres. Donc, c'est vrai que ça, moi, j'en suis intimement convaincu. Et il ne faut pas, en tout cas, quand on explique effectivement ce que c'est qu'un modèle et quand on se lance dans une modélisation d'un processus ou d'un phénomène, il ne faut pas chercher à reproduire le phénomène parce qu'on n'y arrivera pas. Par contre, de le simplifier et de simplifier les paramètres et de hiérarchiser les paramètres et d'essayer de distinguer quels sont les paramètres clés, là, je rejoins ce que dit Sandra, on peut arriver à approcher effectivement un certain nombre de choses et dire, tiens, là, on n'est pas très loin. Mais d'arriver à la subtilité et d'arriver à la réalité, on en sera, à mon avis, on repoussera chaque fois la frontière, mais on n'y arrivera pas. Donc, je dirais que moi, je suis très, très méfiant vis-à-vis des modèles, et pourtant, je passe du temps là-dessus et je m'amuse avec ça. Mais il faut être humble là-dessus, c'est que le modèle n'est qu'un outil pour approcher l'influence de certains paramètres. Et c'est vrai que là, c'est là où on voit effectivement la notion, aussi quand on commence à parler d'interdisciplinarité, de transdisciplinarité, échanger des données, échanger des paramètres. Et c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de la partie convective, radiative, des définitions où il y a des termes précis dans un modèle. Et lorsqu'il y a les collègues qui vont parler de d'aspect instinctif, réfléchi, etc., et comment ça se propage, moi, je le fais effectivement en associant à ce moment-là un paramètre qui m'est plus physique et que je comprends, alors que la notion de réfléchi ou d'instinctif, etc., pour moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais ce n'est pas simple, on va dire que c'est beaucoup plus humain. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'arrivera pas à définir totalement le truc, mais quand on s'aperçoit qu'à ce moment-là, et quand on compare à des données réelles, et c'est là l'importance de comparer à plein de données, que les comportements de foule ou autres se rapprochent en utilisant des termes, on va dire, plus physiques, et de s'apercevoir que ça ressemble à des comportements qu'on observe par des films, etc., tu te dis, ah purée, c'est quand même assez intéressant, et est-ce qu'il ne faut pas continuer à creuser là-dedans? Mais c'est vrai que je me méfie, moi, des modèles, quand même. Juste un dernier exemple sur les modèles bayésiens. De plus en plus de collègues anthropologues commencent à les utiliser, notamment pour modéliser les effets de la prise de substances psychoactives. Ouais, c'est super, mais franchement, déjà, modéliser un environnement, quel facteur on prend? Enfin, je veux dire, la luminosité, je ne sais pas, le son, quel type de son, d'où est-ce qu'il arrive, de gauche, de droite, d'en haut, c'est infini, en fait, la complexité. Et je pense que là, il y a une forme d'humilité à avoir. Et de fait, c'est un peu ça qui crée les crispations, c'est que en sciences sociales, on n'a pas la prétention d'expliquer, mais de fait de rendre intelligible un phénomène. Et quand des gens arrivent souvent avec des gros sabots, ils nous disent non, nous avec nos modèles, on va vous expliquer les gars comment ça fonctionne. Nous on dit OK,
Mais c'est pas peut-être la meilleure manière d'arriver, quoi. Non, Ça mais dépend de la c'est- thématique. Ça dépend de la thématique. Par exemple, ce que je disais en santé, à un moment donné, il faut trouver la cause ou les causes qui agissent de manière simultanée et qui vont créer une pathologie. Donc, ça dépend aussi de l'intérêt de la question et des objectifs de recherche. Mais Tout à fait. Et des Et des objets. objets. Mais juste pour rebondir brièvement sur ce que tu disais, ce que disaient Arnaud et Emmanuel. Bon, bah, effectivement, Arnaud, tu vois, l'intelligibilité, le Verstehen, comme disaient de manière un peu pédante les gens de sciences sociales francophones autrefois, parce que ça venait un peu des sciences sociales allemandes, hein, dans la fin du 19e siècle, les années 1900. Et puis, l'autre côté, la causalité, il ne se pose pas que pour les sciences humaines et sociales, parce qu'on voit bien en éthologie cognitive, par exemple, quand les gens étudient des comportements individuels finement, ils sont dans l'intelligibilité. Par contre, ils aiment bien développer justement des modèles quand il s'agit de comportements de groupe sur des bases de simulation numérique. Et alors après, hein, comme FA Desob, c'est la meilleure et la pire des choses. Et en général, j'ai remarqué que c'est les modélisateurs, parce qu'ils connaissent ça de l'intérieur, qui disent attention, c'est un outil pour dialoguer avec les données réelles, mais surtout, ne fétichisez pas ça, vous les éthologues, ou alors, dans un tout autre domaine, les sciences humaines et sociales. Donc, c'est vrai que c'est vraiment à prendre avec des pincettes, et puis tout dépend des objectifs de recherche, effectivement. Tout à fait. Après, c'est vous qui parliez c'est la troisième question là, sur la création. Et c'est vrai que je pensais à ça, c'est par exemple les sciences du risque. Peut-être répéter la troisième question. Ouais, c'est Est-ce ça. que la transdisciplinarité mènerait à la création d'une nouvelle discipline? Ouais. Mais par exemple, la notion de science du risque, ou des risques plutôt. C'est vrai que quelque chose, on parle, on va dire, oui, la géographie, la géologie, après d'autres domaines qui abordent ces problématiques, je dirais, du risque. Et de plus en plus, on parle des sciences, la science des risques, d'être une nouvelle discipline hein, qui est encore pas vraiment acceptée, mais qui pose beaucoup de questions. Et c'est vrai que lorsqu'on ça, à mon avis, est en train d'être créé. Alors, c'est vrai que des aspects Covid ou des aspects tempête Alex ou des choses comme ça, ou la crise climatique, amènent et forcent finalement cette notion transdisciplinarité, etc., et de pluridisciplinarité. Et c'est vrai qu'on commence à passer à s'apprendre. Jusqu'à présent, sur la notion des risques, on disait, voilà, on va parler d'un aléa, on va regarder la vulnérabilité d'un territoire. Donc là, on avait au début, on va dire, le géologue hein, pour aller court, la vulnérabilité d'un territoire, puis après est arrivé la notion d'enjeu, géographique, etc. Et donc l'association des trois définissait une valeur risque. Ben là maintenant, on est plutôt dans une démarche très différente parce qu'on s'aperçoit que aléa, c'est le géologue, la vulnérabilité, on va dire, c'est le géographe, les enjeux, c'est l'économique, les sciences économiques, etc. Voilà. Mais chacun est dans son truc et va interagir, va discuter et va rester dans sa colonne disciplinaire. On va essayer de faire des ponts, mais chacun étant très disciplinaire. Et en fait, on est en train de voir des modifications sur l'approche et on va parler maintenant de prévision, de prévention, de gestion. La prévision, elle fait appel aussi bien aux géologues qu'aux géographes, qu'aux sciences économiques, etc. Et on va travailler sur cette notion. La prévention, c'est pareil, et la gestion, c'est pareil. Et la gestion va reposer des questions sur la prévision, et ainsi de suite. Et là, on est en train de s'apercevoir un changement de paradigme et de réflexion. Et ça, je pense que c'est typique de la création d'une nouvelle discipline qui va mettre du temps, parce que certains défendent leur territoire. Et moi, pour avoir encore il n'y a pas longtemps rédigé un projet là-dessus, lorsque j'ai parlé à mes collègues, ils me disent, mais attends, non, il faut parler d'instrumentation géophysique. Et j'ai dit, mais tu m'emmerdes avec ton instrumentation et de bases de données. Il me dit, oui, mais il faut des bases de données de sismologie. Je dis, non, moi, je voudrais des bases de données de sciences humaines. Par exemple, tout ce qui est base humaine, de sciences humaines, on en a besoin. Si on veut améliorer un certain nombre de choses sur l'instrumentation et autres, il faut qu'on fasse intégrer cette notion et des bases de données communes. Donc, des plateformes, je dirais, instrumentales et des plateformes que j'ai appelé plutôt participative et faire des plateformes duales. Donc, et c'est vrai que ça, et là, on est vraiment sur la création d'une nouvelle discipline. Et je suis sûr que le développement de nouveaux outils aussi nous permet de faire des parallèles avec l'intelligence artificielle, etc., d'aller comparer, assembler. Tout à fait, tout à fait. Avoir des banques de données beaucoup plus larges aussi. Ces outils deviennent un peu comme disait une anthropologue américaine et également sociologue des sciences, les objets frontières. Ça permet de cristalliser
des liens collaboratifs qui peuvent être au départ superficiels, mais ça donne une base de travail commune. Et après, voilà. Nancy faisait un petit commentaire aussi. Oui, il y avait une question de Nancy. Elle disait le passage d'un concept dans une autre discipline est facteur de créativité, non? Effectivement, c'est ce qu'on disait. Et non seulement c'est facteur de créativité, mais je crois que tu faisais un peu allusion à ça au début de ton intervention, Emmanuel. C'est que la difficulté, c'est que parfois on s'aperçoit que le concept ne sera pas approprié dans l'acception initiale, il sera fécond. Et parfois on s'aperçoit aussi en cours de route, et ça c'est un peu l'art ou en tout cas le processus de transdisciplinarité, que d'une discipline à l'autre, des concepts profondément similaires ne portent pas le même nom. Et là c'est évidemment, d'un coup, il y a un vrai matching. Une chose est sûre, c'est que pour réussir tout ça, en tout cas, c'est vrai que ça demande d'être têtu, mais il y a 2 points moi, qui sont pour moi fondamentaux, c'est l'écoute. C'est respectueuse. Voilà, l'écoute. Écouter Bienveillante. et laisser parler l'autre, le laisser terminer et d'aller jusqu'au bout, l'écoute. Et puis, effectivement, le respect de l'autre. Et bien sûr, là, il y a la communication, mais c'est complètement transversal. mais ces 3 points, moi, je crois qu'ils sont fondamentaux si on veut réussir ces approches. Et moi, je pense qu'il faut vraiment revenir à l'éducation parce que toutes ces valeurs ne sont pas vraiment… Alors, il y avait une question là-bas d'abord et après, je te passe le micro. Merci. Je voudrais revenir sur le problème des risques, puisque bon, j'avais particulièrement étudié le droit des risques naturels ou risques technologiques, avec tous ces facteurs physiques et humains qui s'entrecroisent, les facteurs humains renforçant les facteurs physiques et interagissant les uns par rapport aux autres. Et une réflexion plus générale, en fait, ce soir, et je vous en remercie, puisque je ne suis pas, encore une fois, je vous dis que je ne suis pas scientifique, et je vous remercie d'avoir fait de la philosophie des sciences. Merci. Merci beaucoup. Alors, il y avait aussi une question. Oui, sur la notion de risque, à vrai dire, elle n'a pas grand sens en anthropologie. C'est une notion ethnocentrique, pour le coup, parce que la notion de risque suppose une vision externe. En anthropologie ou en psychologie, peut-être aussi, on parlera plutôt de peur et de représentation culturelle du risque. Donc, on est dans une perspective un peu différente qui nous oblige à redescendre au niveau du sujet. Et du coup, je rejoins la perspective de mon collègue sur on peut plus modéliser parce que la question des peurs, en fait, elle se construit dans l'idiosyncrasie, dans le parcours individuel, dans la relation à aussi certains objets qui sont facteurs de peur dans certaines cultures. Tout ça est tellement variable que poser a priori la possibilité d'une science du risque, nous, ça peut nous paraître, enfin en tout cas, moi, ça me paraît politiquement suspect, quoi, ou en tout cas orienté dans le sens d'une gestion ou même science du risque. Déjà, on est un peu dans une approche objectivante, quoi. Ouais. Après, sur les aspects modélisation, par exemple, ça apporte beaucoup de choses et ça fait avancer. Par exemple, là, il y avait justement le travail qu'a mené Damienne Provitolo avec un certain nombre de collègues sur lorsqu'on est lorsqu'il y a une foule, bord de mer, voilà, risque de tsunami, par exemple, ou autre, mais on prend celui du tsunami, comment on va gérer les personnes et comment on va faire que cette foule sorte le mieux possible du rivage pour éviter de se retrouver embarqué par la vague et éventuellement éviter le retour de tout ce qui vient lorsqu'une fois la vague accélère. La modélisation, qu'elle soit numérique ou la modélisation qu'il y a eu même sur des approches de réalité virtuelle, a montré qu'on pouvait peut-être régler cette problématique qui était quand même compliquée en créant dans les personnes, le commun des mortels, ce qu'ils avaient appelé des leaders, des personnes qui sont formées spécifiquement à ça et qui, du fait de leur connaissance, si jamais ils vivent ce moment-là, ils vont pouvoir entraîner le reste de la foule.
plutôt qu'essayer de mettre plein d'affichages, etc., où finalement, dans la panique, les gens ne vont pas y arriver, en plus comme à Nice, avec quelques escaliers à gauche et à droite. Et en fait, les modèles, ils ont clairement montré que c'était intéressant peut-être de former des personnes qui auront ce rôle, donc c'est une science participative, qui auront ce rôle, on avait utilisé le mot leader, un mot comme ça, hein, mais qui auront cette capacité de bien réagir et d'entraîner la foule, parce qu'effectivement, la foule peut avoir ces différents comportements là qu'on a vite énoncé tout à l'heure. Et ça, les modèles l'ont clairement montré. Et que ça pouvait avoir sur des temps de réaction, mais des choses très, très intéressantes. Donc, moi, est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose pour la transdisciplinarité, former des poissons pilotes de la transdisciplinarité qui vont entraîner tout le reste de la société à ça? Des formations comme tu citais tout à l'heure ou d'autres, ou même par exemple la double licence, les doubles licences, quelque part sont des prémices de quelque chose. Est-ce que ce n'est pas dès la petite enfance qu'il faudrait non, mais commencer à décloisonner je suis et d'accord, faire plutôt une éducation autour de thématiques Mmh. en abordant différentes disciplines plutôt que de cloisonner les mathématiques d'un côté, ça, la je suis littérature de l'autre côté? C'est sûr. Moi, j'aimerais revenir sur les facteurs aidants, peut-être, favorisants. De fait, enfin, j'apprécie beaucoup que vous parliez d'écoute et de respect. Enfin, moi, je travaille depuis quelques années sur les savoirs expérientiels des patients. Et c'est justement tendre l'oreille à ce que savent les patients du fait de vivre avec une maladie chronique et que ne savent pas les médecins. Et aussi, vous avez commencé en donnant une analogie entre le train qui rentre dans le tunnel et les plaques tectoniques. Et donc, vraiment interroger ce statut de l'analogie. Enfin, est-ce qu'on pourrait aussi enseigner un mode de pensée analogique qui favoriserait… Pas diaboliser en science, effectivement. Ça, c'est l'épistémologie positiviste qui disait l'analogie, c'est le diable. Ah ben voilà, je suis… Alors que, non, ouais, on peut dire ça parce que c'est diabolique. Non, mais en fait, la fameuse formule analogie n'est pas raison, que répètent beaucoup de gens maintenant, notamment dans les médias, en fait, c'est issu de ce que disaient les épistémologues positivistes du XIXe siècle. En réalité, l'analogie peut être une très bonne chose, à condition, c'est toujours pareil, de voir si elle est vraiment heuristique, si elle ne mène pas une impasse, etc. Or, malheureusement, on vit beaucoup dans un certain nombre de communautés scientifiques sur cette idée que c'est un peu sulfureux, l'analogie. Mais moi j'irais beaucoup plus loin. Moi, je dis l'analogie, la métaphore et les arts, dans le sens où, en fait, la manière dont on présente et dont on se représente, dont on donne à voir un objet de connaissance, change la donne. Et du fait de participer depuis quelques années dans des projets de recherche-création, où on met ensemble des patients, des médecins, des artistes, eh bien, on produit de nouveaux savoirs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on produit de nouvelles questions. Et je pense qu'un des problèmes des disciplines en silo, c'est qu'on se pose toujours les mêmes questions. Et que pour se poser d'autres questions, il faut aller rencontrer des gens différents de nous. Voilà, je prêche pour notre paroisse. Alors, ce que vous dites là, c'est vrai. Pour produire de nouvelles questions, il faut rencontrer d'autres personnes, mais s'interroger aussi pourquoi on n'a pas répondu aux questions de notre propre discipline. C'est justement parce qu'on n'a pas fait cette démarche, peut-être, d'aller voir les autres, et peut-être que c'est les autres qui pourraient nous donner les réponses que l'on cherche. C'est-à-dire que moi, j'étais assez stupéfaite, par exemple. J'avais organisé il y a quelques années un colloque pluridisciplinaire sur des sciences dures, entre guillemets, et quand j'avais vu les travaux d'un biologiste sur la ville, mais je veux dire, à l'époque, il n'y avait aucun géographe qui avait fait ce cheminement-là. Et quelque part, ça m'avait fait un pincement au cœur. Je me disais, mais voilà, il y a un biologiste qui fait des choses absolument magnifiques et qui est reconnu dans ce domaine-là, et aucun géographe n'y a pensé. Et il donnait véritablement des réponses. Donc, c'est aussi, je trouve qu'à l'heure actuelle, quelles que soient nos disciplines, on est un peu arrivé au bout. Hein, c'est-à-dire que on a l'impression, en géographie, d'avoir fait le tour. Et j'ai l'impression que les réponses que l'on se pose, que l'on s'est posées, etc., eh bien, elles ne pourront venir que de la confrontation avec d'autres disciplines. Ça, c'est ce que je ressens.
Mais un peut-être que c'est article pas du vrai. Monde là, qui vient de paraître qui montre que les publications sont de moins en moins Oui, disruptives. disruptive, oui, je l'ai vu. Parce Ouais. que voilà, on finit par se répondre toujours, se poser toujours les mêmes Oui, questions, questions. ils répondent toujours de la même façon Oui, et ça oui. n'avance pas beaucoup. Et donc, C'est la Ouais, ça avance pas beaucoup. répétition du même, Ouais. le syndrome de la répétition du même qu'il y a dans toutes les spécialités, même les toutes petites spécialités. Mm. Et donc, là où On tourne en rond. vraiment en Un peu résonance en avec ce que rond, dit ouais. Arnaud, c'est que de temps en temps, il faut se forcer à faire un pas de côté et discuter au moins avec les disciplines voisines, au moins. C'est déjà pas, c'est pas la fin du monde. Même Alors, si je parfois, vais être le garant du temps. Il reste Ouais. 10 minutes. Et dans les 10 minutes qui nous restent, j'aimerais bien qu'on essaie de voir ensemble, dans les gens qui sont dans la salle et parmi vous, qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie et que vous êtes allé vers la transdisciplinarité dans votre histoire de vie, dans votre... Selon vous, qu'est-ce qui a fait que, par rapport à d'autres personnes qui restent toute leur vie dans leur même petite discipline, à faire toujours la même chose, vous avez eu envie, les uns les autres, d'aller vers la transdisciplinarité? Tu avais dit tout à l'heure. Parce que j'aimais pas choisir. Voilà, parce que tu n'arrivais pas à choisir. Parce que j'arrivais pas à choisir. Effectivement, moi, ça a été Ouais, un petit peu c'est mon clair. cas aussi. La Ouais. difficulté de renoncer De à renoncer à quelque quelque chose. chose. Ouais. Ben, moi, c'est l'inverse. Tout qui plaisait, quoi. Tout Moi, qui c'est me l'inverse plaisait. parce que j'ai dû faire un choix. Et très tôt, en fait, vers l'âge de 14-15 ans, j'ai dû choisir entre essayer d'aller vers les sciences parce que j'avais découvert la volcanologie. Je me dis, tiens, je voudrais faire volcanologue, d'ailleurs par un certain monsieur Haroun Tazef, qui fait beaucoup de séminaires. Et je me suis dit, c'est ça que j'avais 12 ans, je me rappellerai toujours. Il avait fait tout un truc dans la petite ville où j'étais, là, à Antony, près de Paris, sur la création d'une île volcanique. Moi, j'avais trouvé ça, c'est ça que je veux faire. Et à la fois, j'étais passionné de musique. Et à l'âge de 14 ans, on m'a dit, Emmanuel, il faut que tu choisisses. Soit tu deviens un musicien professionnel, puisqu'on voulait me prendre à ce moment-là, soit tu ne le fais pas. Et tu t'enclenches là-dessus. Moi, au début, je dis, mais je voudrais faire les deux, je dois pouvoir mener les deux en parallèle. Ça me fait penser aux sportifs de haut niveau, d'ailleurs, sur lesquels... Et on m'a dit, non, non, je dis, moi aussi, je voudrais continuer les deux. Il m'a dit, non, tu dois choisir. Et j'ai choisi. J'ai fait un choix, j'ai décidé, vous avez compris vers où je suis allé, et j'ai dit non à mon prof de musique de l'époque, et que du jour au lendemain, il a dit, c'est plus la peine de venir. Donc, j'ai dû stopper la musique. Ça a été assez violent. Et je dis, bon, ben, ok, je continue, mais ça ne m'a pas fait abandonner la musique, puisque je continue à jouer de la musique, etc. Mais quelque part, et ce non-choix, ce choix, je veux dire, m'a amené peut-être inconsciemment, mais dans ma personnalité, dans la fabrication de ma personnalité, lorsque j'aurai d'autres opportunités, de ne pas choisir et de me laisser aller. Et c'est vrai que même s'il y a des moments, ça a été compliqué, je pense que mon plaisir d'aller vers l'autre et de découvrir ce que fait l'autre et de voir si on peut converger vers des questions ou des remarques ou des choses ensemble peut être intéressant. Et c'est peut-être comme ça, en fait, que ça, pour ma part. On se confronte encore à ce problème de compétitivité dans la société qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui aimeraient faire du sport sans forcément faire de compétition et souvent on leur refuse la possibilité de continuer s'ils ne souhaitent pas faire de compétition. Il y a plein d'exemples de ce genre-là qui sont vraiment dommages au niveau c'est vrai éducatif. qu'un moteur est souvent le regret d'avoir dû choisir. Moi, je l'ai ressenti entre la philo et les sciences. Je l'ai ressenti longtemps. Donc, bien sûr, plus ou moins inconsciemment, au bout d'un moment, on essaie de renouer les fils. Après, là aussi, c'est ce que tu disais. C'est pas vraiment une explication, parce qu'on ne comprend pas à travers ce seul facteur ce qui fait que nos trajectoires individuelles ont été ce qu'elles sont. Mais par contre, on est vite ramené au social aussi, parce que moi, je me souviens très bien au lycée, on m'a dit, donc j'étais, comme je l'ai dit, en section scientifique, basiquement, comme tous les gamins ou les gamines qui veulent faire des études de sciences après. Et étant bon en philo, mon prof de philo me dit, il faut que tu fasses le concours général de philo. Bon. Un de mes profs de sciences entend parler de ça, il me dit, c'est pas sérieux. C'est-à-dire que là, on n'en est pas à ça va ternir votre profil. Ça n'est pas sérieux. Vous êtes un très bon étudiant en sciences, il ne faut pas perdre votre temps à ce genre de truc. Simplement pour continuer, c'est que c'est vrai que ce choix qui a été compliqué à faire, que j'ai fait, donc ça j'avais 14 ans, donc j'étais en 4e, j'ai redoublé ma 4e. Ça m'a complètement mis un peu dans la panade. J'ai redoublé, j'ai refait ma 4e, ma 3e, j'arrivais pas tellement à m'en sortir, j'étais très mauvais en lettres, j'étais très mauvais en mathématiques, en physique, en histoire géo, je me sentais pas à l'aise. Je suis arrivé en seconde
En seconde, m'a dit, bon, Emmanuel, tu n'es vraiment pas bon. On va te faire sortir à la fin de la seconde. Tu vas aller… Et moi, j'ai dit, non, je veux faire volcanologue. Et en fait, à la fin de la seconde, vous savez, c'est soit on vous éjectait, c'est toujours un petit peu ça d'ailleurs à des moments, hein, on fait un peu plus tôt des fois, soit on va en première. Et j'avais 2 profs qui m'ont soutenu à fond. C'était le prof de physique et le prof d'histoire géo. Et qui sont arrivés à convaincre les autres en disant, mais ce gamin, il a de la volonté, il veut faire ça, il va y arriver, il va s'accrocher, il y arrive dans nos 2 disciplines, donc il y arrive, et pourtant c'est 2 disciplines très différentes. Et en fait, ils m'ont laissé le choix. Là, ils m'ont laissé le choix entre eux, quoi. Eux, ils m'ont dit, tu vas faire D, à l'époque, c'était la section D. Et ils me disent, mais on va te proposer le choix entre section D et section B, qui était à l'époque encore la section, je ne sais pas si les sciences économiques, c'était un peu la section, on va dire, on va sortir. Mais on ne voulait plus me faire sortir du… Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on m'a dit, non, tu as encore un choix. Alors, j'ai dû encore faire un choix, mais il était déjà très clair, là, c'était D. Mais c'était marrant parce que finalement, et je pense que mon comportement à l'heure actuelle résulte de tout ce que j'ai vécu entre la 4e et finalement la seconde, en tout cas, sur les 2-3 ans. Merci. Ça se joue jeune, hein, finalement. Oui, ça commence très jeune. On va devoir s'arrêter là. Je vous remercie vraiment tous les 3 Merci à vous. et toute la salle pour ces magnifiques interventions. Malheureusement, il faut qu'on libère très rapidement la salle. Il y a le monsieur qui attend là pour fermer. Voilà. Donc, ceux qui le souhaitent, on va manger au Gaglio. Vous pouvez nous rejoindre dans la suite de la soirée si vous voulez poursuivre les discussions. Mais là, on va devoir sortir assez rapidement de la salle et même du bâtiment. Nancy, est-ce que tu veux dire un mot avant qu'on se quitte? Un grand merci à tous. Et c'était vraiment à la hauteur de moi ce que j'attendais. Et je pense que le côté maintenant de comment faire pour multiplier ces avancées, ces pas de côté, ces réunions, ces écoutes, ces respects, cette façon d'aider pour que la société soit plus vivable, ça passe vraiment par des soirées comme vous venez de le faire. Un grand merci et très bon appétit. Et à la salle où j'ai vu des amis, un très grand bonjour, bonsoir et à très bientôt.